La zone aéro. Eh bien, take-off, press 7, 8 knots check. La contrôle de Tango, bonsoir de Tango 3, niveau 0 est gauche et attendez. Eh bien, bonsoir de... Conseil, bonsoir de 200 Air France, en 200. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to route your flight Nora 401 to London Heathrow. La communauté francophone de l'aviation et des pilotes. Et bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans la zone, j'espère que vous allez bien. Salut Nico le guitariste. Ouais, je fais du air guitar. Du air guitar. C'est moi qui ai fait le générique. Ah ouais Guitare électrique. Ah bah bravo. Voilà. On j'avais n'était plus pas de au piles, courant. Du coup, Ben c'est pour ça. voilà. Ça va? Oui, très bien. Bon, bonsoir à toutes Très et bien la tous. forme. Ouais, je vois qu'il y a déjà des fidèles qui sont connectés. Ça dit bonjour dans le chat. Merci à vous d'être polis, ça fait plaisir. On a une communauté bienveillante. Merci beaucoup les amis. Faites coucou dans le chat, on vous répond. Parce que nous aussi on est bienveillants des fois. Ça nous arrive. Ouais, mais faites attention à ce que vous dites. Hein. Ouais, méfiez-vous, on vous surveille. On salue, il est là, notre ami Blériot. Salut Blériot, comment est-ce que ça va? Ouais, apparemment, ça a l'air d'aller. Alors, il y a qui là-dedans? Ah, il y a notre ami Pierre, regarde, il est là. Ah, il est là, notre oui. ami Pierre. Oui, on connaît bien son pseudo. Ouais, son effectivement. pseudo il est très connu. Flyman Man C'est son 64. pseudo de boulot, ça, non? Ouais. Ouais. Il y a des nouveaux, je pense que c'est Kevin, ça, c'est les copains de Kevin. Hein. Grimorus Rex, Finger Gold, Lolo Radar est là. Il y a des nouveaux arrivants. Il y a Mat 35 590 N, Ferustia. Saproa, il y a évidemment Kevin qui est là. Finger Gold également qui est arrivé. Plongeuse, Finger Gold. Aussi, je Attention, pense que les c'est aussi paris pour ça. sont lancés, attention. Ah ben Ouais. non. En Parce tout que à cas, chaque fois, je crois que j'ai l'impression d'entendre des noms de chevaux de tiercé. Ouais, mais non. Je regarde les Pas du tout. C'est les je vois pseudos. les noms. Donc, les amis, alors attendez, hop, je reprends ma petite anti-sèche. Déjà, Ouais, parce merci que à vous d'être. Je l'embête là, il est sérieux, il travaille. Lui. J'essaye. Et Hein. moi, je suis à côté faire des conneries. Nico, il joue au PMU, il dit Lolo Radar. Voilà, ouais, j'ai au PMU avec les noms là. Et pourquoi on essaie de des faire un truc pseudos, sur là, des l'aviation? Ah là là. Bien, en tout cas, merci à vous d'être là ce soir pour cette émission un petit peu différente d'habitude, puisqu'on va parler de l'aviation au travers d'une autre activité. Vous allez voir qu'en fait, ça, c'est lié. J'en dis pas plus pour l'instant. On va voler plus bas que terre, C'est un peu ça. presque. Donc, on vous a accueilli sur Twitch et on vous accueille aussi, celles et ceux qui regardaient le live en replay à J+14 sur YouTube. Salut à vous, n'hésitez pas à poster un petit commentaire. Si vous avez des questions, on les fait remonter à chaque fois, vous connaissez le principe. Donc, n'hésitez pas, vous suivez la chaîne en cliquant sur s'abonner sur YouTube ou sinon, si vous êtes sur Twitch maintenant, là, vous pouvez soutenir la chaîne également avec un petit sub, c'est l'équivalent de 2 cafés à peu près sur mois. Donc autant dire que c'est abordable, même si le prix du pétrole est bien haut. Il y en a un qui parle ma langue là, tu vois. Ouais. Ça va, Tizotte, Nico? Grimorus ça va. Rex qui vient d'arriver, merci beaucoup. Il est follower, bravo. Et donc si vous êtes également abonné sur Amazon Prime, et gratuitement vous avez accès 30 jours à une chaîne Twitch de votre choix. Vous pouvez le claquer chez nous, c'est pas un problème. Vous avez une petite, comme vient de faire Free Flight. Merci beaucoup, mon cher Free Flight, pour ces 44 mois. Merci bien. Ouais, dis donc. Bienvenue Cyrus, qui suit la chaîne également. Voilà, ça déclenche les petites alertes qui vont bien. Merci beaucoup. Vous avez également la communauté, c'est un peu comme partout. Hein. Vous avez le Discord de la zone aéro que vous pouvez trouver sur le chat. Point d'exclamation Discord. Vous avez le lien qui vous emmène directement là où continuent les échanges pendant les émissions. À propos d'émissions, je remercie toute l'équipe de Push to Talk qui avait un live sur la gestion de l'échec. C'était samedi dernier avec Julie, Thomas, Pierre et puis je sais plus qui. Voilà, il m'excusera. Ça devait être intéressant, ouais. Ouais.
Non, franchement, c'est Reynald, ça y est, c'est ça. Voilà, donc les trois étaient là, donc merci à vous les amis. C'était un sujet assez sympa. Bien, qu'est-ce que je voulais dire d'autre encore? Donc le dernier replay en ligne de mémoire, donc ça se passe sur évidemment la chaîne YouTube de la zone, c'est le replay sur le responsable pédagogique en école de pilotage type aéroclub. C'est Raphaël qui était venu nous parler de son rôle et de comment on organise une formation de pilote de loisirs dans un aéroclub ou peut-être... C'est un aéroclub assez gros quand même. Oui, c'est quand même un gros aéroclub. Donc si vous voulez apprendre, savoir comment est-ce qu'on peut se former et par où on peut bien démarrer une formation de pilote, allez voir le replay, on vous y encourage. Vous aurez plein de réponses. Si on n'a pas salué tout le monde, vous nous excusez, mais vous nous faites un coucou dans le chat et on vous salue. Diver Tom 4 qui est arrivé également. Tom 4, comme un avion, ça. Bien, et merci Nikos. On va déclencher un train de hype d'entrée de jeu, là, je pense. Merci Nikos, et merci pour le sub. Merci beaucoup. Bien, allez, on dépose le plan de vol? Allez, c'est parti. Plan de vol de l'émission. Plan de vol déposé. Voici le sommaire de ce soir. Tu vois, bien vu pour la ref. Donc voilà, Diver Tomcat, ça doit être un plongeur embarqué. Je dis ça, je dis rien, je sais pas. J'en sais rien du tout. Bon, bref. Allez, le plan de vol, le sommaire, je le fais apparaître juste à côté de toi à l'intérieur. Attention, il va arriver sur ta droite. Il est là. La dernière fois, j'ai eu mal. L'actualité du terminal dans un instant. Comme d'habitude, on a 5-6 petites nouvelles à vous partager. De l'historique aussi. Ouais, d'historique. Un petit peu d'historique. Oui. Et puis ensuite, ça va être quelque part la première séquence, on vous en avait parlé, on l'a fait ce soir. Elle s'appelle Regard croisé. Et l'objectif, puisque les beaux jours arrivent, ça va être de vous parler d'une activité que certains et certaines ont peut-être déjà pratiquée. Quand vous allez vous balader, on vous emmène en baptême. Allez, viens, on va voir les poissons, on plonge avec les bouteilles. Il y a des baptêmes qui peuvent être... moi, j'en ai connu, ils sont descendus direct à 10-15 mètres. Chacun son idée là-dessus. Et finalement, derrière, on ne se doute pas que ça peut avoir un impact ou une répercussion si on doit prendre l'avion le lendemain. Oui, ça peut être dangereux de faire les deux activités l'une après l'autre de manière assez rapide. Et c'est ça. C'est pas comme la pâtisserie et puis faire du crochet, on peut passer de l'un à l'autre très rapidement. Oui, il faut se méfier. Voilà, mais il faut se méfier, oui. Et l'idée, justement, c'est ce soir, à l'approche des beaux jours, de vous parler un petit peu de ça avec deux spécialistes, puisque nous aurons le plaisir de recevoir tout à l'heure Kevin, qui sera avec nous, et Patrick également. Vous verrez deux regards croisés qui vous amèneront, j'en suis sûr, plein de connaissances. Ouais, et tu m'as parlé d'eux, ils ont des CV assez impressionnants. Ouais. Vous allez les découvrir tout à l'heure, le chat. Quelques petites minutes de patience. Le temps de découvrir l'actualité. Et puis fin d'émission, vous connaissez le principe, c'est la remise de gaz fort aux questions, les dernières questions du thème du jour, et puis on vous parlera du programme à venir pour les 2 prochaines semaines. Et il y a du lourd, il y a des gros invités qui arrivent. Boum. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Ouais, Blériot me le confirme. Donc on repousse le sommaire, on est parti pour l'actu du terminal. L'actualité du terminal, la rubrique News Info et React avant l'embarquement. Et si tout va bien, on a aperçu rapidement nos invités. Je vais faire ça et là, voilà, vous voyez l'actualité du terminal. On va commencer par une petite actu, vous en avez peut-être entendu parler, on a vu des séquences. C'est passé aux informations, on a vu ça. Sur les infos, sur les réseaux aussi, c'est passé. C'est un Boeing 767 qui a heurté un mât à Newark, donc c'est un 767-400 de la compagnie United Airlines qui assurait un vol, le UA169, entre l'aéroport de Marco Polo de Venise et l'aéroport international Newark Liberty. C'est sa destination. Et il a heurté un mât d'éclairage et les roues ont touché un camion qui était en train de circuler. Voilà. C'était à l'atterrissage, sur la New Jersey Turnpike. Lors de son approche finale, c'était le 3 mai dernier. Et on a vu effectivement les roues de l'avion qui ont touché le dessus de la remorque. L'appareil qui était... Il y avait la caméra embarquée du... Oui, du chauffeur. Du chauffeur.
Ouais, et on a vu ça d'intérieur. L'avion, donc pour la petite histoire, immatriculé novembre 77066, a néanmoins poursuivi son atterrissage, normalement sur la piste 29, sans blesser parmi les 221 passagers et les 10 membres d'équipage. Par contre, le choc, lui, il a provoqué la chute du mât et il a projeté des débris sur plusieurs véhicules, ce qui a blessé aussi légèrement le chauffeur du semi-remorque qui était touché. Il s'est retrouvé sur le flanc dans son camion. Ah ouais, ça a dû lui faire drôle. Et donc 2 enquêtes ont été ouvertes, un par la FFA et l'autre par le NTSB, qui est l'équivalent du Bureau d'enquête et accidents français, mais l'homologue américain, et la FAA, l'équivalent de notre autorité. Voilà. Le hasard, voilà. Afin de comprendre comment est-ce qu'un gros porteur comme ça a pu entrer en contact avec des infrastructures si sous l'axe d'approche, si proche du sol, tandis que l'avion fait également l'objet d'une inspection technique approfondie pour essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Il me semble que le réacteur a été touché aussi, a été endommagé dans la collision. Ah, c'est possible. Il me semble. Voilà. Donc en tout cas, voilà comment à peu près ça s'est passé. Et on va dire plus de peur que de mal, quelque part. Oui. C'est ce qui compte. Il y a déjà eu pire. Ouais. On reste aux États-Unis, on va parler de la compagnie Delta Airlines, puisque un vol qui reliait Miami à Atlanta a été retardé. Alors vous allez me dire oui, ça arrive que les vols soient retardés. C'était le 27 avril dernier. Mais les circonstances sont un petit peu différentes parce que c'est le refus d'une passagère de mettre fin à une conversation téléphonique. Elle était en train de téléphoner alors que l'Airbus était en train de rouler vers la piste et elle ne voulait pas raccrocher. Et malgré les appels répétés de l'équipage sur l'obligation de placer les appareils en mode avion durant les phases critiques de vol, la passagère de 46 ans restait au téléphone et adoptait un comportement particulièrement hostile, selon l'équipage, poussant le commandant de bord à faire demi-tour. Ils sont retournés à la porte d'embarquement et ciao, bye bye. Ils l'ont débarqué. Voilà, elle a terminé son coup de fil. Elle est dans le terminal. Dans le terminal, voilà. La scène, elle a été filmée, évidemment, vous en doutez, par plusieurs voyageurs. De toute façon, maintenant, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a tout le monde qui filme. Et montre des passagers qui tentent de la raisonner avant que la situation ne dégénère et nécessite l'intervention de la police. Et après, en plus, son refus de quitter l'appareil, parce qu'elle ne voulait pas partir, elle a été arrêtée et inculpée pour violation des règles aériennes américaines, qui sont strictes, comme chez nous, mais voilà, ils ne rigolent pas non plus. Et l'incident entraînait environ 1 heure de retard pour l'ensemble des passagers, ils devaient être contents, tandis que Delta a rappelé appliquer une politique de tolérance zéro face au comportement perturbateur à bord. Ah oui. Ouais. Donc pensez bien qu'il y a des raisons pour lesquelles je on sais demande... pas pourquoi elle appelait, quelles sont les raisons qu'elle ne voulait pas raccrocher, parce que c'était très très important. On ne sait pas. Mais bon, un truc important, je veux dire, on ne monte pas dans l'avion, quoi. On reste dans le terminal, on finit la conversation. Et là, en l'occurrence, si on demande de passer les téléphones en mode avion, alors souvent on dit oui, c'est pour éviter de perturber les équipements de bord. C'est pas que ça. Ça va au-delà des avions qui sont en mode, enfin des téléphones qui sont en mode avion, aussi moins de risque de chauffer, de surchauffer, donc de s'enflammer, etc. Bon, bref, avec les batteries lithium, voilà, il y a tout un tas de bonnes raisons de mettre son appareil en mode avion sur les phases critiques, sachant qu'après on peut les réactiver. Oui, voilà. Bien, donc il fallait en parler, respecter, s'il vous plaît. Alors, pour rappeler un peu la procédure, si un avion un téléphone ou une tablette qui prend feu en vol, c'est l'équipage en fait qui il faut prévenir l'équipage tout de suite. C'est l'équipage qui vient avec une enveloppe exprès, une pochette Kevlar, pour mettre l'appareil en feu dedans. Et ça sera immergé dans une bassine d'eau normalement. Voilà, donc ça, je veux dire. Comme l'équipage n'est pas dispo pendant les phases de décollage et d'atterrissage, ils peuvent pas le prendre en charge. Ils ne pourront pas intervenir. Quoi, donc. Et d'autant plus qu'on parle souvent, on dit bon, le proche dans l'eau c'est pour arrêter la combustion. Ben non, en fait c'est surtout pour éviter les fumées. Ils peuvent être extrêmement toxiques à bord de l'avion, vous en doutez. Enfin, je sais pas, les gens ont peut-être déjà vu à la télé des trottinettes s'enflammer, etc. Et pas que. C'est infernal. Bien, on continue. On va parler de KLM. KLM, c'est ici, donc c'est une hôtesse de l'air de KLM qui a été
hospitalisé et placé en isolement à Amsterdam après un contact avec une passagère néerlandaise de 69 ans qui est décédée depuis d'un hantavirus. C'est vrai qu'on commence d'en entendre c'est parler. pas que sur les bateaux, là. Eh bien, apparemment non. À la suite d'un vol entre Johannesburg et Amsterdam, et la passagère débarquée avant le départ du vol KL 592 en raison de son état de santé est décédée le lendemain dans un hôpital sud-africain. Les analyses ont ensuite confirmé une infection par la souche andine du hantavirus, rare pour sa capacité à se transmettre entre êtres humains. Et les autorités sanitaires néerlandaises ont ouvert une opération assez vaste de traçage des contacts pour essayer de voir comment ça s'est passé. Ça rappelle un peu le Covid, toute cette histoire. Tandis que KLM collabore avec le RIVM, qui est, on va dire, l'autorité de gestion des crises, entre guillemets, et les autorités sud-africaines pour essayer d'identifier les passagers et les membres d'équipage qui auraient pu être exposés. L'épisode est lié à cette épidémie, on en parle en ce moment dans les médias, qui est apparue à bord du navire d'expédition MH Hondius après une croisière en Amérique du Sud. C'est marrant, on parle beaucoup du bateau, par contre de l'avion, on n'a pas parlé là, de cet accident. Et pourtant, c'est aussi un vecteur de contamination. Oui. Ça arrive. On est enfermé, tout le monde là. Ah ouais. Le Covid en France était revenu aussi par avion. Hein. La guerre des serviettes, dis donc. La guerre des serviettes, c'est quoi, ce titre ? La guerre des serviettes. On va parler Sébastien là, qui fait tourner tourner les serviettes. Tu vas voir que une bagarre. L'aviation, elle touche plein de domaines différents, puisque le tour opérateur, qui est aussi une compagnie, TUI, a été condamné par le tribunal civil de Hanovre à verser près de 1 000 € d'indemnisation à un vacancier allemand qui s'est retrouvé privé de transat durant un séjour, tout compris sur l'île grecque de Kos. Alors, le client reproche à l'hôtel de laisser sur les chaises longues la possibilité aux autres clients de venir poser dès le matin leurs serviettes, ce qui fait que ils réservent quelque part le transat sur la journée, puis il n'y en a plus pour les autres. En gros, c'est un peu ça. Et du coup, il s'est plaint, il a déposé une plainte, il a signalé à l'établissement qu'il ne pouvait pas avoir de transat alors qu'il avait réservé comme les autres. Et les signalements sont restés sans effet. Donc, les juges ont estimé que les vacances étaient non conformes à la prestation qui était vendue, par TUI notamment, et que les voyageurs pouvaient légitimement attendre à un accès normal aux différents équipements qui étaient inclus dans le forfait qu'ils ont payé dès le départ, avec le fameux billet qui les emmène et le all inclusive, etc. Donc cette décision relance le débat autour de la célèbre guerre des serviettes, phénomène récurrent dans des complexes touristiques européens où tout le monde essaie de se battre dès le matin pour avoir le transat le mieux placé, etc. Et ils en ont parlé pour un autre, même genre de problème sur un camping qui n'avait pas de toboggan, alors que c'était prévu dans le... voilà. Donc les gens, ils se sont fait rembourser leur séjour. Voilà. C'est ça. Voilà, non, c'était... on est sur les batteries lithium. Comment ça se passe avec des brosses à dents ou des rasoirs sans fil ? Est-ce qu'ils sont lithium, tes rasoirs, ou pas ? C'est la question qu'il faut se poser. Je me suis rendu compte que j'avais mis 2 batteries lithium en soude par accident. Ah ouais, mais ça, normalement, ça doit être scanné. Donc, ils devraient le voir. Donc, t'es pas le seul, seul responsable. C'est parce qu'en fait, ta téléphone, c'est utilisé. Il y a les jeux, tout ça, donc ça surchauffe. Ouais. La brosse à dents, tant qu'elle ne fonctionne pas, il ne se passe pas grand-chose. Sauf si tu veux te laver les dents en cabine, mais ça, c'est une autre histoire. C'est les chocs aussi qui peuvent... Aussi, ouais. Voilà, donc, ensuite, je vous reparle vite fait pour celles et ceux qui ont commandé le modèle 2026 du t-shirt de la zone. C'est en cours. Je crois qu'il reste une personne de la liste qui n'a pas encore finalisé sa commande. Et je pense que j'espère que demain, ça sera fini. Et ce qui fait qu'on lance en fabrication. Donc si tout va bien, vous devriez être équipés, on va dire, mi-juin. Mi-juin, on devrait tout avoir et on vous les fera parvenir. Voilà, donc vous serez tout beau pour, par exemple, la fin des lives au mois de juillet. Pump it up. Voilà. Pour la paella. Par exemple. Parle pas de paella, Jean, il va encore hurler. Donc voilà, c'est en cours. Et puis on termine par 2 petites brèves histoire de l'aviation. Je vais déjà vous parler donc du 11 mai 1936, faites le compte, 90 ans.
puisque le 11 mai 1936 marque le premier vol de cet appareil, vous avez sur l'écran, c'est un Bristol type 138A qui est un avion expérimental britannique qui est conçu pour repousser les limites du vol en très haute altitude. C'est l'enjeu. Il a été développé par Bristol Aeroplane Company autour d'un moteur radial, hein, donc c'est un moteur en rond, vous le voyez, hein, sur la photo, on voit que... Moteur en étoile. Moteur en étoile. Qui est un Bristol Pegasus PE6S qui est fortement surcompressé, évidemment, la surcompression amène des performances qui vont être meilleures en haute altitude, et c'est un monoplan, donc une seule aile à aile basse, vous voyez qu'elle est située en dessous du cockpit, on le voit, et que le train fixe qui est situé en dessous devient rapidement l'un des symboles de la course mondiale au record, qui date à peu près des années 30. Il est piloté par le squadron leader Francis Ronald Dawn Swain, et l'appareil atteint 15 230 mètres le 28 septembre 1936, ce qui établit un nouveau record du monde homologué par la Fédération aéronautique internationale. Et le 30 juin 1937, le flight lieutenant MJ Adam, on va dire, porte le record à 16 440 mètres, 16 km, aux commandes du même appareil. Alors, fruit d'importantes recherches qui ont été menées avec le Royal Aircraft Establishment et le National Physics Laboratory, l'avion type 138A inaugure de nombreuses innovations majeures pour l'époque. Le compresseur moteur à 2 étages, qu'on retrouve après dans d'autres types d'appareils. Alors je ne sais plus si c'est le Spitfire ou les avions de chasse, en fait, deuxième guerre mondiale. Ouais. Vous avez des compresseurs à double étage. Une alimentation en oxygène avancée pour que le pilote puisse respirer correctement en haute altitude. Et la combinaison pressurisée expérimentale, ce qui ouvre la voie au futur développement des vols stratosphériques militaires et scientifiques, et peut-être même la première marche vers la conquête spatiale. Voilà, donc ça c'était le 11 mai 1936, et aujourd'hui... Alors, pareil, le 11 mai 1916, le commandant Tricorno de Rose s'est tué en fait dans un accident d'avion en faisant une démonstration devant un général. Et le commandant donc, Tricorno de Rose, c'est lui l'inventeur de la chasse en France. Il a créé la première escadrille de chasse le 1er mars 1915, donc la MS-12. MS c'était pour Morane-Saulnier, la MS-12, et c'était la toute première escadrille de chasse française avec des grands noms comme Jean Navarre qui a eu la première victoire de l'escadrille, etc. Donc voilà, et donc je reviens sur un livre que j'ai déjà présenté ici qui s'appelle Au temps des carabines de René Chambre. Et là, vous aurez toute l'histoire un peu de cette épopée de cette escadrille MS-12, où là, c'était vraiment une escadrille qui... C'était un peu du bricolage, quoi. Voilà, parce qu'il n'y avait rien de fixé encore pour la chasse, donc ils partaient avec des carabines, ils partaient avec des pistolets, ils essayaient des mitrailleuses, enfin bref, c'était... Voilà. Ok. Bon voilà, 90 ans, même 110 ans. Vous voyez, ça remonte. Commandant Tricorno de Rose. On ne dira pas comme ça que l'aviation telle qu'on la connaît aujourd'hui remonte il y a seulement, entre guillemets, 110 ans. Ouais. Vous imaginez les progrès qui ont été faits en si peu de temps, ça laisse un petit peu rêveur. Bien, si vous avez des réactions, le chat il vous est ouvert bien sûr, mais tout de suite, nous allons, on va dire, embrayer sur la séquence du jour. On vous en a parlé. C'est bientôt les vacances. Il y en a peut-être qui vont dire « je pars en avion, je vais dans les îles, il y a une super barrière de corail, on va faire de la plongée, mais est-il bon de plonger et de voler ?» Et je vais aller voir les petits poissons. Ouais, mais après, il faut rentrer. Ouais. Et par le train, c'est très long, surtout des Maldives. Donc, comment est-ce que ça se passe ? C'est le sujet de ce soir. On a décidé d'aborder ça parce que c'est vrai qu'il y a plein de bonnes et de fausses idées qui circulent. Donc, quoi de mieux en parler avec des experts, c'est Regards croisés. On retrouve tout de suite nos invités de ce soir. C'est Kevin et Patrick qui sont avec nous. Regards croisés, des regards, des expériences et un bel échange entre nous. Et normalement, ils apparaissent, ils sont là. Voilà. Salut les invités. Bonsoir messieurs. Oups. Bonsoir tout le monde. Alors, bonsoir à vous. Est-ce que vous m'entendez bien ? On vous entend très bien. Ça marche. Il n'y a pas de problème. Donc, alors je ne peux pas montrer ici parce que le cadre est trop petit.
Mais à gauche, avec le casque, on va dire, Kevin, qui est avec nous, et que vous connaissez sûrement, si vous êtes amateur de vidéos sur Twitch, sur YouTube, de la chaîne Argonaute, on en parlera dans un instant. Et un de ses acolytes, c'est Patrick, qui est, on va dire, le monsieur médecine, quelque part, de la chaîne. Alors, messieurs, pour faire simple, je vous propose de nous faire une petite minute de présentation pour que tout le monde vous connaisse un petit peu mieux. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, une minute chacun, et nous expliquer un petit peu, déjà, pourquoi vous étiez ici ce soir, d'où vous venez, qui êtes-vous, où allez-vous, et voilà. C'est déjà pas mal. Allez, Kevin. Je commence. Très bien. Alors, moi, c'est Kevin Eliès. Je suis le créateur d'une chaîne YouTube que certains connaissent qui s'appelle Argonaute Plongée, qui est une chaîne parlant de plongée, comme son nom l'indique, mais aussi de voyage et qui donne des conseils, notamment sur la gestion des gaz que l'on va peut-être voir ce soir. Et à côté de ça, j'ai été formateur de plongée pendant plusieurs années et j'ai enseigné la plongée dans différents continents pendant une dizaine d'années avant de revenir en Europe et justement lancer cette chaîne YouTube sur les réseaux. Et en ce moment, d'ailleurs, je suis en train de préparer un projet pour descendre à 100 mètres de profondeur et je vous en reparlerai peut-être à la fin de la vidéo, enfin à la fin de ce live. Et du coup, il va y avoir des questions là-dessus. Mais oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais là, justement, Medico m'a mis un petit peu en stress sur une de ces questions juste avant le live. C'est bien, je suis bien tendu. Mais, non, ça va bien se passer. Il n'y a pas de problème. Il faut bloquer les questions, je le dis. D'accord. On salue Gaël Holm qui est avec nous et Bugboy23. Bonsoir à vous les amis, bienvenue. Patrick, à toi l'honneur. Alors je vais essayer de tenir une minute parce que j'ai beaucoup moins de choses à dire. Donc moi je suis médecin en Suisse. Je travaille dans plusieurs endroits. À terme je travaillerai plutôt dans le canton de Fribourg pour ceux qui connaissent le pays. Spécialiste en médecine d'urgence et puis avec des bonnes bases en anesthésie et un peu de soins intensifs aussi. Et puis que c'était plongé, ça fait maintenant quelques petites années que je plonge avec mon épouse qui est mon binôme de toujours et puis actuellement en train de progresser dans le domaine de la plongée technique avancée avec les recycleurs. Et puis pour ce qui est de lier la passion avec le métier, de lier un peu mes deux passions, j'ai fait beaucoup de formations en autodidacte à travers des livres, à travers des conférences, à travers des contacts pour tout ce qui est de la médecine de plongée. Et puis les urgences liées à la médecine de plongée, mieux comprendre comment les préparer et comment les traiter, enfin les anticiper plutôt et comment les traiter quand elles sont malheureusement déjà là. Donc tu es médecin hyperbare ? Non, j'ai pas fait la spécialisation hyperbare. D'accord, ok. Alors Nico il aimait bien ça, mais en fait jusqu'à quelle profondeur vous avez déjà plongé tous les deux au max ? Alors à ce petit jeu-là, je pense que c'est notre ami Patrick qui est allé le plus profond. Moi, j'ai enseigné jusqu'à 40 mètres et j'ai plongé pour moi-même jusqu'à 60. Le 60 étant le standard français et 40 mètres étant le standard international pour la plongée récréative, non technique. Non, alors de mon côté, c'est moins profond. Moi, je suis plutôt dans les standards RSTC. Et puis, du coup, ma certification maximale actuellement, c'est 45 mètres. Le bout de ma palme, j'ai réussi à le faire descendre une fois à 47, je pense. Et puis, j'attendrai d'avoir les recycleurs pour aller dans les plongées plus profondes et passer sur les techniques recycleurs en circuit fermé pour ce qui est des plongées profondes et puis éviter de passer en circuit ouvert, ces étapes-là. Donc, c'est une étape que j'aimerais passer cette année. Alors, on parlera justement de circuit ouvert et de recycleur, parce que ça se trouve, les amis de la VSE doivent se dire, mais quelle langue on en reparlera. Voilà, là, je coule. Avec toi, tu voilà. Donc, l'idée de nous retrouver ce soir, c'était aussi pour essayer de casser une idée préconçue que, on peut plonger, par exemple, la veille de partir, parce que c'est cool, parce qu'on a envie de faire des petites images avec sa GoPro, et puis le lendemain de prendre l'avion. Et il y en a qui disent en fait on s'en fout, c'est pas très grave. Il y en a qui disent de toute façon on s'en fout puisque les avions sont pressurisés, donc pas de problème. Mais quels sont les risques qui sont liés à ça? Et je pense qu'on peut se tourner d'abord vers Kevin et dire voilà, la plongée c'est pas une activité qui est anodine, on fait pas ça comme ça en claquant des doigts. Ça entraîne des modifications sur notre corps qu'il faut prendre en compte.
Absolument, et je vais même être très cruel pour vous tous qui regardez cette émission ce soir. Toutes les informations qu'on va vous donner, toutes les règles qu'on va vous donner, tous nos ordinateurs, nos équipements de sécurité qui vont nous donner des règles, vous devez savoir qu'elles sont toutes théoriques et qu'en fonction des personnes et de votre état de santé, on peut se retrouver malgré tout avec des incidents ou des accidents de décompression malgré un respect strict des règles. Donc tout est à prendre avec des pincettes car on est sur des logiques physiologiques, mais ça varie en fonction des individus. Et ça, c'est un élément à prendre en compte. Et ouais, tout le monde n'est pas fait pareil. Absolument. Mais par contre, les modèles ont été calculés par rapport à des militaires en bonne santé. Du coup... Ouais. Ah oui, Il faut être militaire et en bonne santé. D'accord, donc ça veut dire que c'est là, et puis nous, ça risque plus souvent de nous arriver à nous que... on sort du moule. Voilà. Ouais. Après, fort heureusement, on est quand même sur des marges de sécurité qui sont assez élevées. Alors, pour faire très très simple, et après, on va parler justement des raisons pour lesquelles on va éviter de prendre l'avion juste après une plongée. Pour faire très très simple, je pense que dans le chat, tout le monde connaît la pression atmosphérique. Enfin, je pense que ça devrait leur parler. On en a déjà parlé, pour d'autres raisons, mais on en a déjà parlé. Eh bien, cette pression atmosphérique, cette pression émet une force dans toutes les directions sur notre corps. On n'est pas déformé parce qu'on est composé en majorité d'os et d'eau. Et lorsque l'on va plonger, la pression atmosphérique va s'additionner avec la pression hydrostatique. L'eau étant beaucoup plus dense que l'atmosphère, cette pression va se faire ressentir beaucoup plus vite. On va vraiment rester synthétique, mais tous les 10 mètres, on va prendre un bar de pression. Un bar étant toute la pression atmosphérique depuis le niveau de la mer, donc toute la colonne d'air, et 10 mètres d'eau équivaut à cette même colonne d'air au-dessus de nous. Donc tous les 10 mètres, on prend un bar de plus, et donc ça va exercer une pression sur notre corps. Et cette pression va avoir un effet sur les gaz qui sont en train de se balader à l'intérieur. Dites-moi dans le chat si je vais trop vite. Mais pour faire très simple, il va se créer un déséquilibre à l'intérieur de notre corps, et donc les gaz que l'on va respirer et que l'on va mettre dans nos poumons vont être attirés au fur et à mesure au niveau de notre sang et ensuite va se diffuser au niveau de nos tissus, car notre corps va essayer de retrouver un équilibre entre les gaz à l'intérieur et les gaz de la pression ambiante. Et donc, nos tissus vont commencer, nos muscles, notre sang et même jusqu'à nos os, en fonction du temps où on va rester dans l'eau, vont commencer à accumuler du gaz. Et ce gaz, il va falloir le laisser ressortir. Alors quand on remonte très lentement, ce gaz, naturellement, il ressort tout simplement en refaisant le même cycle dans l'autre sens et en allant dans nos poumons et en ressortant. Mais dans certains types de plongées, ça va demander à faire le fameux palier, qui est un moment de pause pour permettre à notre corps d'enlever ce surplus de gaz. Et le fait de faire un palier, le fait de faire ce type de plongée fait que notre corps va accumuler, même après la plongée, va avoir ce qu'on appelle du gaz résiduel, des gaz qui sont encore présents dans nos tissus. Et c'est ce gaz-là qui peut poser problème lorsque l'on prend l'avion, voire même lorsque l'on va faire du sport de façon intensive, lorsque l'on va grimper une montagne ou lorsqu'on va se faire un massage tonique dans un bon salon de massage. Ça peut aussi être problématique, sachez-le. Alors j'ai fait un petit tunnel, je vais me taire, peut-être qu'il y aura des questions, mais est-ce que vous avez compris la logique? Lorsque l'on plonge avec ce changement de pression, on va se mettre à accumuler des gaz, et ces gaz, il faut leur laisser le temps de ressortir de notre corps. Ce gaz, c'est quoi exactement en fait? C'est une très bonne question. L'oxygène, c'est de l'air, Alors justement, là, on est en train de respirer de l'air en ce moment même. Cet air est composé de 2 gaz. Il est composé d'oxygène et il est composé d'azote. L'oxygène, c'est pas du tout un problème parce que c'est un gaz qui va être métabolisé par notre corps. Il va être attrapé par les cellules pour fonctionner. Elles vont rejeter du CO2. Mais l'azote, lui, il va rester. En temps normal, tu l'accumules pas. Notre corps est fait pour fonctionner avec cette pression autour de nous. Donc, on n'accumule pas d'azote au quotidien. Mais dès qu'on va changer la pression, cet azote va commencer à s'accumuler dans nos tissus. D'accord. Ok, c'est clair. Oui. Alors, du coup, si j'ai bien retenu la leçon, là, quand on refait le gonflage des pneus de sa voiture, on monte à 2 bar 5, quelque chose comme ça. Donc, c'est comme si on plongeait à 15 mètres. 2 bar 5, c'est ça. C'est comme si tu plongeais à 15 mètres. En fait, donc, à 15 mètres, vous avez la pression de vos pneus. Ouais. C'est beau. Moi, j'imaginais en fait les gens qui descendent d'un étage en l'air, donc il ne se passe pas grand-chose. Par contre, s'ils sont dans une rivière
Ils vont chercher le galet au fond de la rivière, C'est pire. de la même hauteur que l'étage dans l'air. Bah là, ils vont sentir la pression de l'eau en fait. Ah bah, physiologiquement, On c'est le sent assez bien, violent. Et c'est aussi pour ça que lorsque l'on plonge, on va faire les premiers stops que l'on va faire par sécurité, ça va être dans la zone des 10 mètres, parce que c'est aussi paradoxalement à ce moment-là où on va avoir l'écart de pression le plus élevé, parce qu'on va passer de 2 bars à 1 bar, soit un changement qui double en termes de... C'est un changement de 50%. Alors que si on est à 20 mètres et que de 20 mètres, on passe à 10 mètres, on va être à 3 bars et puis là, on passe à 2 bars. Donc, le changement pour le corps est moins brutal. Et donc, ce sont ces derniers mètres qui sont à prendre en compte. C'est pour ça qu'on fait des pauses au niveau de notre montée ou qu'on remonte plus lentement en général. Ok. Merci Julot. Bah voilà, Julot il vient de poster les liens de la chaîne YouTube Argonautes Plongée, de la chaîne Twitch. Voilà, vous avez toutes les infos, vous cliquez, vous pouvez suivre. Merci Tout est dans beaucoup. le chat. Voilà. On salue. Alors j'ai vu, il y a Sekiro Soko qui vient d'arriver. J'ai vu Paulette aussi. Il y a Philémon qui vient d'arriver. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Brolo66, Bug Boy si on a vu. Et puis j'ai vu 0K aussi tout à l'heure. Bon, on salue tout le monde. Patrick, je vais poser une petite question. Donc là, on a dressé un petit peu les mécanismes avec voilà, Kevin. la mécanique de comment ça se passe. Est-ce qu'en tant que médecin, les accidents de plongée, parce que pour le coup c'est issu de la plongée, sont quelque chose de courant? C'est une question qui est difficile à répondre. Ça dépendra de où on se trouve. C'est une des raisons pour lesquelles on parlait de la spécialisation en médecine hyperbare. C'est une des raisons pour lesquelles je ne l'ai pas faite. C'est parce que en Suisse, finalement, on a peu d'accidents de plongée, tout comme on a peu de plongeurs. On trouvera toujours des plongeurs au bord de l'eau quand on va au lac, mais proportionnellement au nombre de gens qui vont s'immerger, les accidents sont quand même, heureusement, relativement peu fréquents. Si on va plutôt dans la région du Cross de Marseille ou de Toulon, vous allez à ce moment-là facilement trouver un certain nombre d'accidents de plongée quotidiens. Ils ont j'ai un doute sur les chiffres, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois entre 1 et 3 accidents par jour qui terminent chez eux à la sortie avec une question, voire à se retrouver dedans. Donc, ça dépend beaucoup de l'endroit où on se trouve. Maintenant, si on compare à la proportion de plongeurs qui existent dans le monde, en soi, il y a très peu d'accidents. Il y a beaucoup plus d'accidents en montagne avec des randonneurs qu'en plongée avec des plongeurs. Ouais, d'accord. Par contre, les accidents, c'est des accidents qui sont à des échelles différentes, un peu comme ce qu'on peut rencontrer dans la vraie vie, où à chaque fois on peut se dire c'est quand même chaud. Il y a probablement un certain nombre d'accidents qu'on néglige parce qu'ils se présentent sous des formes faibles et heureusement se traitent par eux-mêmes. Finalement, le traitement de l'accident de plongée, si on part sur les choses toutes simples, c'est d'éliminer le gaz qui se trouve à l'intérieur. Donc s'il n'a pas encore atteint un niveau critique grave, mais qu'il a seulement atteint un niveau où il commence à créer des problèmes légers, on pourrait s'imaginer que quelqu'un rentre à la maison en étant par exemple épuisé après une plongée, ce qui arrive assez fréquemment, même peut-être après 2 ou 3 plongées, si on en a fait plusieurs sur plusieurs jours. Et puis les gens sont vraiment épuisés et ils font une bonne nuit de sommeil, le lendemain ils sont rechargés en énergie. On suppose que beaucoup de cet épuisement serait une accumulation de gaz qui pourrait, dans certaines mesures, être associée à des accidents de plongée ou en tout cas des maladies de décompression plus que des accidents de décompression dans ce cadre-là. Maintenant, on a parlé des gaz qui se sont accumulés, mais il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent faire des accidents en plongée. Il y a déjà l'environnement dans lequel on est. On a vu récemment des accidents de bateaux, malheureusement avec des décès dans les 2 semaines qui ont précédé là maintenant. C'était à l'étranger que ça s'est passé, mais il y en a eu un aux États-Unis, quelqu'un qui s'est pris malheureusement l'hélice d'un bateau. Ils n'ont jamais eu le temps de le sortir de l'eau assez vite, et puis ça s'est mal terminé. Donc il y a cet environnement-là qui peut être agressif. À savoir que souvent l'environnement humain est plus agressif que l'environnement animal qu'on va trouver. Il y a aussi le fait qu'on va exposer son corps à un certain nombre de contraintes physiologiques qui sont plus ou moins violentes, qui sont clairement plus ou moins violentes. Et puis c'est la raison pour laquelle il faut entretenir une bonne santé, il faut faire attention quand on prend de l'âge. Ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter de plonger. Il y a des gens qui plongent jusqu'à 80 ans. Mais il faut faire attention à sa santé et puis il faut la suivre correctement et l'entretenir correctement parce que les contraintes dans lesquelles on va mettre notre corps peuvent suffire parfois à 10, 15, 20 mètres pour tout à coup développer un problème cardiaque grave, aigu, alors qu'en temps normal, en vivotant, en se promenant tranquillement au bord de la mer, on n'aurait jamais vu ce souci apparaître. C'est juste qu'on vieillissait et on n'a pas suivi la santé de notre corps correctement. D'accord. Ok, donc c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère.
Ok. Donc, J'ai une petite question là Vas-y. sur l'azote en fait, quand on fait les paliers de décompression. Comment l'azote est évacué? Il revient dans les poumons pour s'évacuer après naturellement? Il se réassocie avec l'oxygène? Comment ça se passe en fait? Absolument, de la même façon qu'il est. En fait, l'azote va être dissous. Faut pas le voir justement comme des sortes de petites bulles qui se déplacent. L'azote va se dissoudre dans les liquides. D'accord. Et donc, naturellement, il va se diffuser au niveau du corps, mais il sera dissous. Et c'est là tout le but du jeu, lorsque l'on plonge, c'est de garder cet azote dissous pour qu'il puisse à nouveau pouvoir retrouver sa forme gazeuse dans les poumons et pas ailleurs. L'effet, justement, qu'on prend souvent comme exemple pour montrer ce gaz, c'est la bouteille de coca. Vous avez tous secoué une bouteille de coca un jour. Quand vous secouez une bouteille de coca, vous changez l'état des gaz. Alors ça, c'est à cause de l'agitation, mais en réalité, ça va avoir un effet un petit peu comme si nous, on remontait de façon trop rapide durant une plongée. Et si vous ouvrez la bouteille de coca, c'est comme si vous remontiez très vite. Et donc, ce changement de pression très rapide va créer de la bulle. Là où, lorsque l'on est sur un changement de pression lent, via la zone de surface, donc la zone de surface qui va être le petit endroit où l'air va toucher la surface du coca. Si on ouvre lentement, cette zone de surface va être suffisante pour laisser cet excédent de gaz sortir et se retransformer à nouveau en gaz. Est-ce que vous voyez l'analogie? Oui, Quand on ouvre très lentement. Très doucement, voilà. Eh ben, c'est la même chose avec notre corps. C'est pour ça qu'on a des vitesses de remontée imposées. Évidemment, on vous donnera tout à l'heure les règles, le nombre d'heures qu'il faut attendre avant de prendre un avion. C'est si on a respecté ces règles-là. d'accord. Ok. Et l'azote à dissous, c'est pas cher. Hein. Ben, c'est ce que dit Gaëlle, ce qu'elle vient de dire. D'ailleurs, Philémon voulait la faire, mais c'est fait Petite griller. référence à Aborville. Hein. Ouais, c'est ça. C'est rigolo. Bonsoir Nescar Twitch qui est arrivé. Fallait la faire hein, quand même. Petite question pour les deux justement, et vous pourrez nous dire pourquoi et comment. Donc on imagine, je sais pas, quelqu'un qui vient d'arriver et qui veut faire une plongée. Voilà, on lui dit, bah voilà, on va vous descendre sur 10-15 mètres pour aller voir des petits poissons là pendant 1 heure. Le matin par exemple, et l'après-midi, il a son avion pour rentrer chez lui, il va en profiter absolument parce que c'est le dernier jour. Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller? Bah, s'il a son avion l'après-midi, non. Alors après, il y a les conseils qu'on va donner pour nous entre filous où on peut s'amuser à plonger avec de l'oxygène, mais ça, on va pas forcément le raconter. Sinon, dans les règles de l'art, on a un temps à attendre. Alors ça dépend du profil de plongée. Généralement, on est sur un délai de 12 heures. Après, pour les baptêmes, il peut y avoir des tolérances parce qu'en réalité, on n'est pas en train de saturer quand on descend à 5-6 mètres de profondeur. Mais la règle, ça va être, en fonction des fédérations d'ailleurs, 12 heures d'attente après la dernière plongée. Et 18 ou 24 heures en fonction de la fédération si on a fait de multiples plongées. Ça, c'est les règles. Le problème, si on ne respecte pas ces règles-là, hormis le fait de prendre des risques, c'est qu'on peut aussi se retrouver plus assuré. Et parce que là, on fait une faute et ça risque de nous coûter cher en caisson. Donc, on essaie d'être assez prudent avec ça en général, même si ça reste quand même des très grosses marges. Ok. Parce qu'il y a toujours ce pourcentage d'incertitude sur lequel on ne veut pas jouer en fait. Il y a ce que moi je conseille en tant que professionnel, si je sais que j'ai un client qui va potentiellement prendre l'avion 10 heures après, même si je suppute que bon, peut-être que franchement ça devrait aller, je ne vais pas prendre le risque en tant que professionnel parce que je ne veux pas être à l'origine d'un problème. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on conseille toujours, que ce soit en croisière ou en voyage, d'avoir un jour sec avant l'avion, quoi. Ok. Alors, j'ai une question, que je ne suis pas du tout du milieu, donc question bête, forcément. Vas-y, après il y en a 3 là dans le chat. D'ailleurs, je dis juste au chat. Parce que là, on parle du fait de plonger et prendre l'avion après, mais est-ce qu'il y a le même problème si on descend d'un avion qui a été pressurisé tout ça et plonger après? Est-ce qu'il y a un problème aussi dans ce sens-là? Non, dans ce sens-là, il y a... En fait... Dans ce sens-là, tu vas juste, en quelque sorte, accentuer un déséquilibre, mais il n'y a pas de problème. C'est dans l'autre sens où tu peux avoir la création de bulles. Là, tu vas juste accumuler de l'azote, donc c'est pas problématique. Ok. On salue Togalok qui est arrivé aussi. Merci pour le raid pendant Push to Talk, c'est cool, merci.
Cette question de Vince. Bon, alors on parlait de recycleurs. J'ai noté recycleur, j'ai noté Trimix, recycleur, circuit j'ai fermé. noté caisson. Donc on va en reparler parce que ça c'est des mots-clés aussi. Dont on reparlera ensemble. Vince qui dit les recycleurs dont parlait Patrick tout à l'heure, je pensais que c'était pour des plongées pas profondes 10 mètres. Alors ça, c'est parce que Vince doit sûrement regarder des super documentaires sur la marine ou sur les commandos. Il y a différents types de recycleurs. Les recycleurs qu'on utilise notamment dans l'armée sont des modèles qui vont nous faire respirer de l'oxygène pur, qui sont extrêmement compacts. Et donc avec ce type de recycleur, effectivement, vu qu'on n'a pas de mélange gazeux, on respire de l'oxygène pur. L'oxygène pur va être toxique à une certaine pression, à savoir 10 mètres. Enfin, 7 mètres en théorie. Et donc, ils ne peuvent pas aller à plus de 10 mètres avec leur oxygère, par exemple. Le recycleur dont il parle, c'est l'oxygère. Mais dans le monde de la plongée technique, il existe plein de différentes machines, dont notamment notre ami Patrick est un féru. Par exemple, l'Aquasub FX CCR, le plus beau de tous pour lui. Et donc, on a différents types de machines avec différentes solutions à différents besoins. Et des machines qui sont très très cool, et ça peut nous permettre d'aller à des profondeurs plus élevées, mais aussi d'optimiser notre mélange pour accumuler moins d'azote, par exemple. Finalement, le but d'un recycleur, c'est de recycler le gaz qu'on respire, d'éviter de gaspiller tout ce qu'on relâche dans l'atmosphère, dans l'eau, quand on expire. Si on inspire sur une bouteille, on inspire un certain gaz, et à chaque expiration, si on est en circuit ouvert, on va juste perdre une partie de ce gaz. Mais on ne va pas à chaque fois consommer l'entièreté de l'oxygène qu'on a inspiré. Là, quand on est tous à l'air ambiant, on inspire 21% d'oxygène et on en recrache probablement entre 16 et 18% suivant les personnes. Donc ce 16 à 18%, il est concrètement perdu d'oxygène. On ne va pas le réinspirer derrière. Si on est dans l'eau, encore moins d'ailleurs, c'est impossible. Donc le but du recycleur, ça va être de récupérer ce gaz qui se perdrait en temps normal, le faire passer dans un système qui va éliminer les toxiques respiratoires, donc le CO2, et puis le remettre en circulation dans la respiration. Donc, évidemment, les recycleurs à oxygène pur, à cause de la toxicité de l'oxygène, on les garde pour les spécialistes jusqu'à 10 mètres, et puis pour les profanes, déplacés pas 6 mètres. Mais pour ceux qui veulent aller faire des plongées longues et profondes, on peut utiliser les recycleurs, justement, pour limiter la quantité de gaz qu'on va prendre avec soi, puisque on le recycle. On n'a pas besoin d'en porter des tonnes. On va le consommer jusqu'au bout. L'oxygène qu'on a, enfin, dans les limites de sécurité, mais l'oxygène qu'on va emporter, on va le consommer. On ne va pas en perdre dans la respiration. Ok. Alors, juste une petite question technique. Comment est-ce que ça fonctionne? Parce que c'est vrai que si on voit les bulles avec l'oxygène qui part, là, tu dis qu'on le recycle. Concrètement, ça fonctionne comment? Je te laisse expliquer ou tu veux que j'explique? Il n'y a pas de problème, je peux expliquer. Alors, on va faire très très simple, parce que sinon, attention, on peut rentrer dans un tunnel où on parle pendant des heures de machine. Pour faire très très simple, c'est juste des sacs plastiques. On va expirer dans un premier sac qui va ensuite envoyer l'air dans un filtre. Ce filtre est composé de chaux, parce que la chaux a comme particularité de capter le CO2, donc il va capter notre expiration. Et ça va nous remettre un gaz en quelque sorte pur dans un autre poumon pour réinspirer ce gaz. Mais la particularité de notre corps, c'est qu'il consomme de l'oxygène. Donc c'est pour ça qu'on va aussi plonger avec une bouteille d'oxygène qui va mettre le tout petit différentiel d'oxygène que notre organisme a métabolisé. Et cela nous permet donc de, en quelque sorte, recycler l'air que l'on est en train de respirer, donc d'enlever le CO2 et de récupérer juste la toute petite quantité d'oxygène dont on a besoin pour faire tourner la machine. J'ai vraiment extrêmement synthétisé. Ouais, mais c'est bien. Et là, on parle de machine, concrètement, c'est gros, c'est un gros truc, là, devant, derrière. Ah bah, ça dépend à quel point tu as envie d'être cool, en fait. C'est la coolitude. Ça dépend. Il y en a qui vont dire les plus cool, c'est ceux qui l'apportent dans le dos, avec des couleurs jaunes, des couleurs noires. Il y en a d'autres, ils sont un peu plus fiers, ils vont le porter sur l'avant, devant, recycleur ventral, avec le gros logo pour bien qu'on puisse voir. Et puis après, il y a ceux qui sont un petit peu plus dans la subtilité, qui vont le mettre sur le côté. On peut mettre sur le côté. Puis après, il y a les vrais. Il y a les vrais puristes. Alors eux, ils sont limite.
Mais bon, ils sont très très cool aussi. C'est les plus horizontales de tous. Eux, ils les portent au niveau du bassin de chaque côté. Et donc chaque marque a plus ou moins sa logique, son design. En fait, c'est très rigolo, le monde des recycleurs. C'est plein d'ingénieurs. Ils ont tous le même problème et ils sont tous pointés avec une solution différente. Mais c'est gros comment en fait, comme un sac à main, comme un sac Ça dépend. Certains peuvent être pris en bagage cabine, donc comme un sac, et d'autres peuvent être pris. Ils vont te montrer le FX SCR de Patrick. D'autres font la taille d'un gros sac à dos. Ça peut aller de 12 kilos jusqu'à 40 kilos en fonction du système que tu prends. Truc, quoi. Ouais, non, t'as ça sur le dos. Mais donc du coup, on n'a plus besoin de bouteilles classiques, quoi. C'est des gros trucs à 10 000 balles quand même, donc faut que ça ait un peu de flow. Et donc du coup, il n'y a pas les bouteilles classiques qu'on voit, le plongeur avec deux bouteilles. Alors là il vous en montre un de petits recycleurs. Donc vous voyez, sur cette machine-là, en dessous, au niveau des deux sangles, on va rajouter la bouteille d'oxygène. Mais ça, c'est un modèle parmi d'autres. Et vous allez plonger en plus de ça avec ce qu'on appelle, mais là on est complètement hors du sujet, mais on va plonger avec ce qu'on appelle des bail-out ou des parachutes, entre guillemets, qui sont des bouteilles qui vont nous servir potentiellement à diluer le gaz que l'on respire. Et si on a un problème et que c'est pété, d'avoir suffisamment de gaz pour remonter avec un circuit ouvert qui fait des bulles. Donc on a toujours une redondance dans la plongée. Mais là, on parle vraiment d'un monde de la plongée très pointu. Bon, merci Patrick pour la petite démo. Bah ouais. La parenthèse intéressante, il y a encore ceux qui sont encore plus cool et ils plongent avec 2 recycleurs. Comme ça, il y en a un pour sauver s'il y en a un qui tombe en panne. Et après, est-ce qu'ils ont aussi les bail-out? Donc un recycleur, deux recycleurs plus les bail-out? Non, pas besoin. Ou alors ils sont hypochondriaques. Après, mais ça, et alors le plus hypochondriaque, c'est celui qui a le tube en plus, alors finalement. T'es pas à l'abri que ce soit un prérequis de ta fédération. Fais gaffe avec le tuba. Faut se méfier. Il y a The Flying Man qui rajoutait ça et qui disait... Alors non, c'est pas cette question-là, je l'enlève. Voilà, c'était Philemon, pardon. Est-ce que c'est pas le même appareil pour les nageurs de combat pour ne pas faire de bulles? Parce qu'en fait, c'est ça l'histoire. Il y a beaucoup. Alors, c'est la même logique. C'est pas le même appareil parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, nos nageurs de combat. Alors ensuite, après, au niveau des armées, il y a différentes machines. Le génie n'utilise pas les mêmes machines et même les nageurs de combat ont différentes machines à leur disposition. Il y a le frog, il y a l'oxygère. Certaines machines, toutes ont pour but de ne pas faire de bulles, ça c'est sûr. Mais certaines machines vont être limitées en profondeur, là où d'autres vont permettre d'opérer jusqu'à 100 mètres et plus. Ouais, donc en fait, même le CO2 qui est gardé dans ces recycleurs là, il est capté par la chaux, c'est ça? Il y a rien. En théorie, si vous êtes très très bon, vous faites jamais de bulles. Je crois même que les militaires sont entraînés à remonter à la vitesse de la métabolisation de l'oxy. Enfin, ils font un truc, je sais pas ce qu'ils font, mais en tout cas, ils font encore moins de bulles. Donc c'est vraiment une remontée très 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 lente pour aussi ne pas avoir la surpression au niveau du masque qui va aussi créer de la bulle si vous remontez trop vite. Donc ils vont respirer aussi l'air à l'intérieur de leur masque pour être vraiment. Mais ça, c'est hors de ma zone de connaissance. La chaux là, qui retient le CO2, elle peut saturer peut-être s'il y a trop de CO2 tu vas loin, Nico. Tu vas très loin. Je m'intéresse. Tu vas très très loin. C'est un sujet très intéressant. Patrick va justement pouvoir confirmer. En fait, la chaux, il y a des limitations. Déjà, il y a une limitation intrinsèque à sa capacité d'absorption qui se compte en heures. Qui va se compter en heures. La norme, je crois qu'elle est à 4 heures, je crois. Enfin, après, il y a différentes tailles de cartouches. Tu vas avoir une cartouche de 2,2 kg, tu vas avoir des cartouches de 3 kg, tu peux avoir des cartouches encore plus grandes. Sachant que, toute proportion gardée, je peux peut-être dire une bêtise, mais je crois que plus elles sont petites, proportionnellement, plus c'est petit, plus elles vont s'user vite. En fait, c'est pas linéaire. C'est plus elles sont petites, plus elles s'usent rapidement. Je dis ça parce que j'ai un copain qui fabrique des recycleurs dans son garage et il est un très bon cobaye, il s'auto-cobaye et il a remarqué ça. Donc c'est bon à remarquer. Mais du coup, oui, les machines sont données pour un certain nombre d'heures par cartouche, et donc on doit les changer. Ça s'appelle un canister, on doit changer la chaux régulièrement. Après, mon éventail de questions, ça peut aller loin, mais ça peut aller très court aussi. Hein. Ah oui, est-ce que les militaires, ils sont interdits de cassoulet pour éviter les bulles aussi? Ouais. Je m'attendais à une question sérieuse. Ah bah. Il y a une question pour Patrick.
Qui est-ce qui la pose? C'est Vince. Quelle est la profondeur? Tu parlais tout à l'heure du Léman. Quelle est la profondeur du lac Léman? Le point le plus profond est à 330 mètres, je crois, ou 320 mètres. Ah oui, il y a de la marge. Il y a de la marge. Ok, et cette question aussi de Niki, est-ce qu'il y a des médecins spécialistes en plongée, on en parlait tout à l'heure, pour valider ou non la forme physique, comme c'est un test pour des fois des pilotes ou des conducteurs de camions? Oui, complètement. Dans le monde de la médecine hyperbare, on a deux types de spécialisations qui existent. J'ai un doute, mais il me semble qu'en France, c'est exactement la même chose qu'en Suisse. On peut soit décider de faire les deux, soit d'en faire qu'une seule des deux. Il y a donc la médecine de plongée et la médecine hyperbare. Parce que dans médecine hyperbare, il y a le fait de mettre des gens en caisson avec de l'oxygène. Ça a des effets sur le corps, sur la cicatrisation, dans les plaies chroniques, etc. Ça, c'est typiquement un domaine qui m'intéresse beaucoup moins. Et puis, dans le domaine médecine de plongée, on va avoir tout ce qui est le traitement des accidents de décompression, mais on va avoir aussi tout ce qui est la prévention et l'examen des plongeurs. Si vous allez en France, par exemple, vous êtes obligé de faire une fois par année un examen médical qui peut être fait, si je ne m'abuse, avec n'importe quel médecin, mais après un certain âge, il doit être fait par un médecin spécialiste en plongée. En Suisse, on a aussi une norme comme ça, c'est à partir de 50 ou 55 ans, un des deux, il faudrait que je recontrôle pour être sûr, où on doit avoir un examen médical fait avec un médecin qui a été formé dans l'évaluation médicale pré-plongée. Et donc la médecine de plongée, pardon. Oui, donc on l'a dit, on le répète, c'est une activité à risque et il y a besoin d'un suivi. Alors là, on est sur, on va dire, des plongeurs expérimentés qui font ça régulièrement, mais est-ce qu'il y a les mêmes critères, les mêmes contraintes pour quelqu'un qui se prend un baptême pendant ses vacances? Passé un certain âge, oui, en réalité. Si je me souviens bien, je crois que le certificat médical est obligatoire après 45 ans. Je crois qu'en France, c'est le moment où on va me clipper à tout jamais parce que je dis une bêtise, mais pour moi, le certificat médical est obligatoire en France. À l'étranger, on est sur une clause de responsabilité où on va être sur du déclaratif. Et si on répond oui à une de ces questions sur un questionnaire médical, on devra aller voir un médecin. Et passé un certain âge, le certificat médical est aussi obligatoire à l'étranger. Et il ne faut pas vraiment jouer avec, c'est même quelque chose qui est plutôt positif parce qu'il y a des gens qui ont découvert des pathologies, notamment cardiaques, parce que ils ont passé des certificats pour faire de la plongée. Et, oh, surprise! Donc non, c'est pas moi, forcément, je vais prêcher mon église. Je vais pas vous dire que c'est un sport particulièrement dangereux, mais ça reste quand même une activité qui a un effet physiologique. Et passer un certain âge, il faut faire attention. Et même moi-même dans ma pratique, alors en France, on doit avoir par exemple la médecine du sport, mais on a aussi la médecine professionnelle lorsqu'on fait de la plongée professionnelle, qu'on est classé, soit avec des scaphandres, classé A, classé B. Et là, il y a aussi des médecins avec des tests d'effort pour voir justement comment fonctionne le corps. C'est pas des choses qu'on va faire pour des débutants, mais c'est des éléments qui sont à prendre en compte. Et pour des débutants, c'est toujours bon d'avoir un certificat médical valable 1 an. Mais c'est pas obligé d'être fait par un médecin du sport. D'accord. Dites-vous. Ah ouais, donc là, si je comprends bien, là, j'ai plus de 45 ans. Si je veux aller plonger là, à Marseille en tant que touriste... Non, un baptême, c'est pas obligatoire si je me souviens bien, mais parce qu'on va que à 6 mètres. Mais le niveau de plongée, lui, sera obligatoire. Ouais. D'accord. Après, c'est pas grand-chose, mais... J'appuie un tout petit peu sur ce que disait Kevin. La plongée, donc ça serait compliqué d'en parler ce soir parce qu'on a, pour Sacha et Arnaud sur le Discord, on avait fait une présentation qui a duré 6 heures de temps sur la physiologie de la plongée et les impacts de l'immersion sur le corps humain. Et Medico va le résumer en 7 minutes. Vas-y. Vous avez fait court, 6 heures. Mais dites-vous vraiment, la plongée, on peut la voir comme une exposition de son corps à un sport extrême sans forcément en faire l'effort physique continuellement. Mais le corps, lui, il y reste exposé. On va avoir des impacts sur la circulation sanguine, on va avoir des impacts sur le fonctionnement du cœur, on va avoir des impacts sur le fonctionnement de la respiration. Si on veut s'imaginer, en France, je sais que vos normes vont jusqu'à plonger avec 60 mètres avec de l'air. Ça a été étudié médicalement pour voir quel effet ça a sur le corps. D'un point de vue respiratoire, ça a le même effet
qu'une personne qui a fumé pendant 50 ans un paquet par jour de cigarettes. Ça va avoir ce genre d'effet sur sa respiration. Donc pour dire, on expose son corps à 50 ans de cigarettes en une seule immersion. On descend en une fois et paf, on le met dans un niveau de pression énorme. Et puis, on va l'exposer à des gaz que le corps ne connaît normalement pas dans des tels niveaux de pression. À la surface de la Terre, vous ne pourrez pas avoir plus que 1 bar d'oxygène. C'est pas possible. Parce que c'est 1 bar d'oxygène, ça veut dire qu'on est au niveau de la mer à 0 mètre et puis qu'on a 100% d'oxygène qu'on respire. Mais si on descend dans l'eau, comme on l'a vu tout à l'heure, cette pression va être augmentée. On va prendre 1 bar chaque 10 mètres. Donc si on va à 20 mètres avec de l'oxygène pur, on se retrouve tout à coup avec 3 bars d'oxygène pur. Et le corps n'est pas fait pour emmagasiner ça. On crée des problèmes. Alors on le fait avec plaisir et on le fait avec des normes de sécurité. On va se protéger, on va faire attention avec ce qu'on fait avant ou après son immersion. Mais malgré tout, on soumet notre corps à des conditions de vie qui sont extrêmes et qui ne sont pas faites pour lui. Donc ces recommandations de contrôle de santé, même si je vis dans un pays où on insiste moins sur le contrôle médical avant un certain âge, avant c'est plutôt de l'autodéclaration, c'est à soi-même de savoir si on est en bonne santé ou pas, puis de faire attention à soi-même et d'aller chercher un médecin si on a un doute. C'est plutôt comme ça qu'on est formé en Suisse, il y a beaucoup de pays qui le font comme ça aussi, mais c'est pas une mauvaise chose si vous avez le moindre doute, si quelqu'un a le moindre doute avant de s'immerger, d'aller faire un contrôle médical, d'aller contrôler que tout fonctionne bien. C'est malheureusement pas un garde-fou complet, mais ça permet de s'éviter des gros risques dans une immersion qui, malgré tout, est dangereuse pour le corps, même si dans une marge de sécurité, elle n'est pas grave. Ouais. Et quand tu dis 50 ans de quelqu'un qui a fumé, c'est au moment de la plongée, je veux dire, c'est pas des séquelles qu'il garde après. Non, c'est c'est une question bête, hein, mais voilà, je vais être sûr. C'est le corps quand il est au fond. Quand on remonte, ces contraintes disparaissent. Après, on peut avoir des séquelles pendant quelques minutes, voire heures après la plongée, suivant les gaz qu'on a respirés, suivant le temps de fond, suivant la profondeur. Enfin, on rentre dans des détails qui sont très longs à expliquer. Mais quelques heures après, en général, le corps se remet complètement. Et puis, en sortant de l'eau, on ne le sent pas. Sauf si, de nouveau, on a poussé un peu les limites. En fait, voilà, t'es quand même un peu médecin qui dramatise un peu, Patrick. Tu lui casses la baraque là pour ses clients. Non. Mais non, Patrick a complètement raison. C'est vrai que c'est un petit peu minimisé. Et là, je vais même rajouter une couche. Si on regarde par exemple à la France, où on a un grand nombre de plongeurs de plus de 40 ans qui continuent à aller à 60 mètres, c'est aussi en France qu'on a le plus grand nombre d'arrêts cardiaques durant des plongées en fait. L'un va avec l'autre. C'est un stress au niveau du corps. Après, il y a plongée et plongée. Quand on va à 10 mètres, quand on va à 15 mètres, quand on va à 20 mètres, effectivement, c'est stressant pour le corps, mais ça reste quand même plus acceptable que d'aller justement à des plombs au-delà de 30, 40 et plus, où là, effectivement, c'est très, très violent. Mais ce qui est plus important à retenir, c'est que c'est pas parce qu'on va faire un contrôle médical que ça veut dire qu'on pourra plus aller plonger si on trouve quelque chose. La plupart du temps, ça nécessite juste peut-être une légère reprise en main. Mais tout comme quelqu'un n'irait pas s'amuser à monter sur une montagne en plein hiver au milieu des Alpes alors qu'il n'a jamais fait l'exercice physique de sa vie. Ouais. C'est une bonne analogie. Vous n'allez pas grimper l'Everest sans faire un petit peu de footing. Faites un peu pareil au niveau de la plongée, quoi. Le problème de la plongée, c'est qu'on n'a pas forcément la sensation de douleur et de fatigue qu'on va avoir quand on veut faire une sorte de marathon ou une connerie du genre. Là, en fait, c'est relativement simple. On sent pas la gravité. On n'a pas beaucoup d'efforts à faire, même ne serait-ce qu'au niveau du palmage, parce que on fait une petite plongée tranquille, on se rend pas compte qu'en réalité, à l'intérieur, le corps travaille. Mais c'est pour ça qu'on recommande toujours de garder une petite activité physique. Moi, je sais que j'essaie de courir, de faire des étirements un petit peu, et il faut pas trop se laisser aller. D'accord. Et le fait de faire des exercices. Alors, et une deux dernière petites secondes, chose. on va juste accueillir, on vient d'avoir un raid de 48 personnes, là c'est Ilisur qui vient d'arriver avec la communauté scientifique, salut à vous. Donc il y a Kevin que vous voyez à gauche de votre écran, Patrick à droite, on est en train de parler plongée sous-marine et aviation. Bonne chose ou mauvaise chose, voilà, on est en plein débat, donc allez-y, posez vos questions, n'hésitez pas, et je redonne la parole. Qu'est-ce qui parlait, ce Nico, Kevin? Non, c'est Kevin. Ouais. Et il a oublié ce qu'il voulait dire. Et Nico disait aussi. Ok, c'est pas grave parce qu'on a plein de questions.
Il y a Togalok. Ah, Alors, si, excusez-moi. Ah oui, vas-y, Kevin. S'il y a des plongeurs parmi nous, rappelez-vous que le moment le plus critique pour vous, ça va être la reprise. Donc c'est maintenant. C'est quand vous n'avez pas plongé pendant une longue période et que vous reprenez à la plongée. C'est le moment où il y a carton. Mais c'est vrai qu'après, la thématique, c'était l'avion et la plongée. Donc, Bon, on parle déjà plongée pour parler de la cohabitation après. Hein. Ma réflexion, c'était le fait de faire des exercices physiques. Ça aide le corps en fait aux échanges gazeux, oxygène, et puis le traitement de tout ça par l'organisme en fait, c'est ça. Tout ce qui peut faciliter ta circulation sanguine t'aide. Ta respiration t'aide, le déboucher les artères t'aide. Après, faut pas faire d'un effort physique après la plongée parce que justement là on peut changer, on peut influencer certains états gazeux, mais là on va pas rentrer dans ce tunnel-là. Mais faire une activité physique au quotidien régulière, que ce soit du vélo, d'endurance, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour la circulation sanguine. Parce que c'est le cœur qui va être assez qui va travailler un petit peu plus dans certains types de plongées. Okay. On peut s'imaginer, il y a l'exercice du cœur, effectivement, comme on disait, l'exercice de la respiration. Maintenant, ce qui fait l'accident de décompression, puisqu'il va revenir un peu sur les problèmes de l'aviation et des accidents en aviation après la plongée, on parlait de ces gaz qui se sont accumulés et qui vont former des bulles et de la bouteille de coca qu'on ouvre trop vite. En soi, on pourrait nous dire, mais on pourrait se demander, mais en quoi c'est grave? Parce qu'il y a des bulles, bon, et alors? Mais le problème d'une bulle d'air dans un tuyau de liquide, c'est qu'elle va boucher ce tuyau. Elle va empêcher le liquide de passer. La bulle a une certaine tension qui maintient sa forme. Et donc, au bout d'un moment, elle peut boucher les tuyaux et provoquer des problèmes en aval. Par exemple, ça peut provoquer des AVC gazeux, parce qu'on a une bulle de gaz qui s'est coincée au mauvais endroit. On peut avoir toutes sortes d'accidents liés à ces bulles dans le corps. Et puis, l'exercice physique va avoir un effet anti-inflammatoire. Non seulement il va avoir un effet d'entraînement musculaire, pour avoir un cœur musculaire en meilleure forme, des mécaniques respiratoires en meilleure forme, il va avoir un effet anti-inflammatoire chronique puisqu'il va nettoyer les artères, il va réduire l'inflammation générale du corps qui vieillit aussi avec les arthroses et tout ça. Quand les gens sont, si on pense à l'extrême, les gens qui sont très arthrosés, quand ils font de l'activité, petit à petit, la douleur diminue. Bon, alors là, on parle vraiment d'extrême, mais cet effet-là, il est existant chez tout le monde. Cet effet-là anti-inflammatoire existe. Et les bulles vont être formées en général dans des zones qui sont inflammatoires. Donc si on a une activité physique régulière, eh bien on limite cette formation de bulles. Ça ne veut pas dire qu'on empêche, on en aura toujours, tout le monde a des microbules dans son corps, mais on va en limiter l'existence. Et plus on limite leur existence, moins il y a de chances d'en avoir une qui grossit plus tard. Quand on va faire justement une baisse de pression, quand on remonte de l'eau ou quand on monte en avion après s'être immergé. Ok. Et donc, je ne sais pas si on l'a dit au début, mais pour rappeler, peut-être. Donc, il faut combien de temps entre le fait qu'on est plongé et le fait de monter en avion, en fait, au minimum? C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de recommandations qui existent. Je me permets de sauter sur une étude, je ne l'ai pas envoyée à mettre à l'écran parce que c'est imbuvable à lire, mais je pourrais l'envoyer plus tard si vous voulez la faire circuler plus tard chez vous. Hein. Il y a une étude qui a été refaite il n'y a pas très très longtemps, en 2015 ou 24, la plus récente, maintenant j'ai un petit doute, 21 la plus récente, où ils ont, pardon, c'est 2015, je me suis trompé. En 2015, ils ont étudié un certain nombre de plongeurs qui ont été plongés et puis qui après ont pris l'avion. Donc ils ont pris 56 personnes, a priori en bonne santé, des âges plus ou moins moyens, des états de santé corrects, enfin personne n'était connu pour être malade ou prendre des médicaments. Et puis ils les ont contrôlés dans l'avion, enfin, avant de prendre l'avion, avant de partir en vacances. Ils les ont contrôlés à la sortie de l'eau. Et puis, ils les ont contrôlés 3 fois pendant le vol. 30 minutes après le décollage, 60 minutes après, puis 90 minutes encore après. Et après, ils n'ont pas pu contrôler plus parce qu'il n'y a plus de batterie dans les échographies embarquées. Ce qui était intéressant, c'est que sur ces 56 plongeurs, il y en a 23 chez qui ils n'ont pas vu de bulle. Donc, il y a la moitié qui n'ont pas fait de bulle, même après la plongée, ils n'en avaient pas. C'était jamais des plongées avec des compressions, c'était que des plongées no déco, pas profondes, maximum 30 mètres, si je dis pas de bêtises, ou 40 mètres, mais je crois même que c'était 30 mètres. Et il y a quand même 17 personnes qui ont montré des bulles en permanence après chaque plongée. Et puis, il y en avait encore 8 qui ont montré des bulles importantes pendant le vol au retour, qui étaient donc
plus de 24 heures après. Donc, on voit que les bulles augmentées, c'est lié à l'accident, puisque ce sont les bulles qui créent les accidents. Donc, après, on a essayé de fixer des normes. Moi, je suis très lié aux normes de la DAN, parce que c'est ceux qui ont les plus grosses bases de données d'études. On peut aussi beaucoup critiquer leur base de données. Ils ont une façon de récolter qui n'est pas toujours malheureusement optimale. C'est aussi difficile d'obtenir les données des plongeurs, parce que personne n'a envie de remplir un questionnaire à chaque fois qu'ils sortent de l'eau, surtout s'ils plongent souvent. Mais eux ont mis une recommandation qui était de dire si on fait une seule plongée, non déco, c'est 12 heures avant de prendre un avion. Si on en fait plusieurs, no déco, c'est minimum 18 heures avant de prendre un avion. Et si on fait de la plongée à décompression, c'est minimum 24 heures après un avion. D'accord. Mais si on revient sur l'étude qui a été faite, on voit qu'il y a certains plongeurs qui, après 36 heures, avaient encore des bulles en quantité importante qui circulaient dans le corps. Donc voilà, ces normes ont été posées par la DAN. Je sais qu'il y a d'autres références, Kevin te les citera très volontiers. Moi, j'ai gardé un peu celle-là en tête. Et puis, c'est celles qui sont aujourd'hui recommandées un peu dans le domaine RSTC de la plongée. Mais chez Kevin, toi, tu en as d'autres en tête, il me semble. Ah, peu ou prou, c'est la FFESSM, donc la Sainte Fédération Française, où là, on va être à 18 heures, si je me souviens bien. Mais c'est 12 et 18, mais après, c'est les mêmes ordres de grandeur. Moi, dans ma pratique, je vais toujours avoir tendance à prendre du RAB. Il y a après différentes pratiques de la plongée qui peuvent nous permettre aussi d'optimiser ou de réduire les risques, comme le fait de respirer d'autres gaz avec d'autres mélanges. Mais c'est vrai que ce que montre l'étude et qui est très intéressante et en fin de compte qui rend un peu parfois nos conseils ou nos connaissances un peu désuètes, parce qu'on a des super ordinateurs qui coûtent cher pour calculer nos modèles de décompression, pour nous dire au bout de combien de temps on peut prendre l'avion. En réalité, il y a une part d'incertitude. Ouais, c'est comme tu disais au début, les gens ne sont pas faits pareil. Du coup. En fait, c'est statistique. C'est ce qu'il faut voir. Ce sont des statistiques brutes. Ouais. C'est les comités d'éthique. Il faudrait mettre plein de gens dans les avions. On aurait plus de stats. Mais bon, les comités d'éthique, ils veulent pas. Ils veulent pas. Ouais. Ils ne sont pas joueurs. C'est nul. C'est nul. Il y a des époques où on s'en sortait mieux. C'est encore pire que juste statistiques brutes, parce qu'on pourrait s'imaginer c'est de la stat brute sur des humains, mais la base des algorithmes de décompression, c'est des mathématiques. C'est même pas des statistiques. On a modélisé une théorie sur un algorithme mathématique. Puis ensuite, on a mis des gens dans l'eau en leur demandant de suivre cet algorithme. Puis on a vu qu'il y avait des accidents, donc on a un peu changé. Puis après, il y a encore eu des accidents, donc on a encore un peu changé. Puis maintenant, on est un peu plus tard, et puis on réévalue après 20 ans de changement. Qu'est-ce que ça a donné? Et puis est-ce qu'on va encore changer encore un peu? Mais jamais personne n'a réussi à modéliser le corps humain correctement pour savoir ce qui s'y passe exactement en termes d'échange de gaz. On a vraiment juste créé des algorithmes de maths qui semblent fonctionner, puisque depuis qu'on les utilise, on a de moins en moins d'accidents. Ok. Alors, quand on parle d'avion, de prendre l'avion après, c'est lié à l'altitude aussi La pression. C'est la pression. En fait, vos cabines, elles sont pas pressurisées à un bar. J'ai regardé un petit peu avant. Je crois que vous êtes à 0,07 ou 0,75. Même s'il y a quand même une pression, là, il y a un changement de pression. Ça équivaut à peu près à 2000 mètres en fonction des avions. Et nous, alors là, après, c'est aussi la grande discussion. Parce que moi j'ai fait toute une carrière où tous les jours je me suis mis apparemment en danger, parce qu'en théorie on ne peut pas faire un changement de pression, on ne peut pas aller à plus, et pour Patrick ça va être encore différent parce que lui il plonge dans des lacs. En théorie on ne peut pas faire un changement de pression de plus de 300 mètres après une plongée. C'est la théorie brute, et on considère qu'au-delà de 300 mètres ce changement de pression peut en fait continuer le déséquilibre de pression à l'intérieur de notre corps et à l'extérieur. Parce que c'est exactement la même logique. Vous savez ce que je vous ai dit au début, quand on plonge, là on est à l'équilibre. La pression à l'extérieur et la pression intérieure est à l'équilibre au niveau de nos gaz. Quand je vais descendre, la pression autour de moi va être supérieure à la pression à l'intérieur. Donc petit à petit, ça va essayer de se remettre à l'équilibre. Et généralement, on ne se met pas à l'équilibre, on remonte avant que ce soit à l'équilibre, et donc ça va se rééquilibrer après arriver à la surface. Mais si on monte, si on change la pression ambiante et qu'on a toujours des gaz dissous, en fait, on entretient encore plus le déséquilibre, et donc le gaz à l'intérieur de notre corps va vouloir sortir avec encore plus d'enthousiasme, et c'est pas bien. D'accord. Et tu dis 300 mètres, donc pour nous, pilotes, ça fait 1000 pieds, quoi.
Pour vous, en pilote, ça fait 1000 pieds, donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui doit être pris en compte au niveau des interventions en hélicoptère. Ils volent bas, pareil, les avions volent bas, mais ça peut vraiment être quelque chose que vous pouvez appliquer, vous, sur du petit Cessna, sur du petit jet privé. Vous les dépassez les 300 mètres, vous les dépassez les 1000 pieds, et potentiellement, si vous sortez de la piscine et vous allez vous faire un petit tour en hélicoptère parce que vous avez une vie formidable, prudence. Enfin, piscine, non, j'exagère, mais si vous sortez d'une super plongée profonde avec vos 2 recycleurs, que vous les mettez dans votre hélicoptère, hydro-hélicoptère, comment il fait James Bond là. C'est un truand. Alors, non, mais je pensais à ça parce que... attends, Nico, parce que là, tu poses plein de questions, mais j'en ai 12 là dans le chat. Alors, attends, il y a Togalok qui arrive. Donc, lui, il est pilote de ligne, Toga. Toga, il dit j'arrive un peu après la bagarre, mais dans la plupart des compagnies, dans le manuel, il est déconseillé de plonger dans les 24 heures précédant le vol. Ne serait-il pas plus prudent de complètement l'interdire ? D'interdire quoi, la plongée ou le vol ? Ça, il l'a pas précisé. Non, je pense que lui, il doit parler de la plongée. Bah ouais, mais si tu fais ça, je peux dire que les weekenders ou les croisières en Égypte, les croisières aux Maldives, à Bali, ça va être compliqué, quoi. Et en réalité, c'est toujours le bénéfice-risque. Je connais des gens, ils n'ont pas respecté ces règles-là, ils vont très bien. C'est à quel... c'est empirique. Il faut mettre une limite. On l'a mis... En fait, en théorie, c'est toujours... C'est le problème de la théorie. Par exemple, si je vous dis que à 6 mètres de profondeur, voire même à 10 mètres, vous n'êtes pas en train de saturer du gaz normalement. Donc, en théorie pure, on pourrait, comme des bourrins, aller prendre l'avion juste après parce que on sature très très peu. Oui, mais qui a envie de porter la responsabilité d'avoir laissé? Donc, on nous a donné ces chiffres-là parce que sur des collèges d'études, sur le nombre d'incidents qui ont pu être plus ou moins observés, le bénéfice-risque et la prise de risque semble acceptable. C'est quelque chose qu'on enseigne dans la plongée, de la même façon qu'on enseigne de faire attention à pas se bourrer la gueule après des plongées, à pas être déshydraté après la plongée. Si on est malade, à pas faire plongée sur plongée sur plongée si déjà on n'est pas bien. Si vous êtes dans un pays étranger, que vous avez, excusez-moi, mais une diarrhée qui est en train de vous déshydrater comme c'est pas possible et que vous continuez les plongées malgré tout, vous prenez des risques et peut-être que si vous prenez l'avion, il eût mieux valu prévoir un petit peu plus large. Il y a aussi une forme aussi au bout d'un moment de responsabilité personnelle et c'est pas à moi de dire si les règles sont bonnes ou pas. Moi, les règles, elles servent aussi à me protéger en tant que professionnel. Oui, à un moment ou à un autre, il faut donner des valeurs, quoi, c'est clair. Après, que ce soit une recommandation ou une interdiction, je rejoins un peu Kevin, où on rentre dans la responsabilité personnelle. Quelles conséquences je suis prête à assumer pour moi, sachant qu'il n'y en aura pas pour les autres dans ce vol? C'est moi qui suis le débile et qui risque d'y passer. Si je quand moi, je vais plonger, je ne plonge jamais dans les 24 heures avant un vol et je ne fais jamais de plongée et décompression dans les 36 heures avant un vol. Donc, effectivement, si on prévoit une plongée en Égypte, les 24 heures avant l'heure du décollage, pour moi, c'est plus de mise à l'eau. C'est repos, c'est profiter d'un bon livre, de la vue ou quelque chose. Mais c'est ma responsabilité. Moi, je ne veux pas prendre ce risque. Je vais en profiter pour vous donner une anecdote très concrète. L'année dernière, en novembre dernier, je suis allé en Indonésie, à Nusa Penida, pour aller voir des amis où j'avais travaillé. Et on voulait se faire des plongées un petit peu coquines. C'est quoi des plongées coquines? Parce qu'on a le même truc là. Vous êtes habillés quand même? Non, on était habillés. Des plongées où on n'emmène pas les clients parce que, bon, quand même, il y a du courant. C'est des zones sur Terre où il y a des courants très forts et t'es pas à l'abri de te faire attraper par la palme et descendre et vas-y, accroche-toi mon gars. Et donc, le dernier jour de mon plan de plongée, moi j'avais prévu 24 heures
J'avais prévu 24 heures de séchage et j'ai pris la responsabilité de ne pas aller faire, alors qu'on en avait discuté, on voulait se faire une plongée rigolote et finalement on est allé sur un site de plongée beaucoup plus calme où on était sûr de pouvoir bien tenir notre plan de plongée, où moi j'avais d'ailleurs pris un gaz qui me permettait de saturer moins, donc d'être au-delà de la norme minimale et c'est ma responsabilité. Si j'avais un client, j'aurais conseillé de faire ça. Mais si mon client décide, lui, de respecter stricto sensu ce qui a été écrit sur le manuel, c'est-à-dire 18 heures, moi, je le fais pas pour moi non plus. Mais parce qu'après, moi, je venais de me taper 2 semaines de plongée intensive. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Il y a votre état de fatigue, mais il y a aussi le nombre de plongées que vous avez fait durant la durée. Alors, même si, en théorie, au bout de 12 heures, on a quand même bien évacué, on accumule au fur et à mesure, surtout en croisière, où on peut faire du 2 ou 3 plongées par jour. Tout ça est pas anodin. Et en ce qui concerne l'avion, même si je sais que je peux aller 18 heures, même si mon ordinateur me dit d'y aller plus tôt, je vais toujours prendre plus large. Et même lorsque je suis en croisière, pour vous donner un petit peu mon état d'esprit, parce que je vais être conservateur, je respire souvent en fin de plongée un mélange plus riche en oxygène et plus pauvre en azote pour augmenter en fait le déséquilibre à l'intérieur de mon corps et chasser l'azote résiduel plus rapidement. D'accord. Ok. Donc Toya, il précise, il dit il m'est interdit de voler après une prise de sang, donc lui il est pilote dans une compagnie aérienne, mais pas de voler après une plongée. Donc il y a cette dichotomie-là. Ils n'ont pas le droit de voler après une prise de sang, mais plongée, il n'y a rien qui est marqué. Donc il parlait plutôt du manque d'équipage. Alors, si c'est le cas, dites à vos stewards ou à vos équipes quand vous avez des escales en Indonésie, aux Maldives et tout, pas de plongée. Parce que c'est 12 heures si vous faites des plongées dans 10 mètres d'eau et c'est 18 heures si vous faites des plongées plus profondes. Il dit c'est pas interdit, c'est déconseillé. C'est un très mauvais conseil. Et Patrick, pour toi, pourquoi une interdiction de voler après une prise de sang ? Non, je posais la question, je ne comprenais pas pourquoi. Ok. Bon. Alors, je me suis renseigné, une plongée coquine, c'est aller draguer les sirènes. Ah, pas mal. Ouais. T'es dans le mode création de trucs ce soir. Ah bah. Si vous voulez de l'anecdote cocasse, la tradition que je n'ai pas respectée, parce que je suis contre ces traditions que je trouve d'un autre temps, mais il eût été une époque où la tradition des 100 mètres consistait à plonger à poil. Mais il vient de là ton projet ? Non, les 100 plongées, pas les 100 mètres. La 100e plongée devait se faire dans l'habit d'Adam. D'accord. La 100e. C'est comme les parachutistes, je crois, ils ont un truc pareil aussi. Ouais. Faut pas l'accrocher du coup. Tiens, c'est une bonne occasion de rappeler le projet des 100 mètres. Kevin, il veut descendre à 100 mètres. Oui. C'est quoi ce projet donc ? Ah oui, tu avais des questions d'ailleurs. Pourquoi descendre si profond ? T'avais dit pourquoi descendre si profond ? Oui, mais en pensant qu'ils étaient tous les deux, un des deux avait plongé à 100 mètres, mais... Non, j'ai envie d'y aller, mais d'ailleurs là je suis en train de me poser des réflexions existentielles sur le prix des gaz que ça va me coûter justement, parce que j'avais oublié de calculer un certain nombre de plongées à faire entre 2 formations, et ça m'est arrivé un petit peu, vous savez, comme ce daim qui se balade au milieu de la nuit et tout d'un coup il voit quelque chose de très très beau, et c'est un médecin suisse avec son Range Rover Ah, d'accord. Et donc, ça sent l'histoire vraie, ça. Tu es mon médecin en Range Rover, Patrick. Mais oui, non, plus sérieusement, il y a... Je ne sais pas si c'est la même chose pour Patrick. Je pense que, tout comme les alpinistes ont une fascination pour la montagne et le fait d'aller plus haut, je pense que les plongeurs ont une fascination pour le fait de voir tout simplement ce qu'il y a, ou pour la satisfaction d'aller, de découvrir. C'est quelque chose inconnu, quoi, des lieux inconnus. Ouais, mais c'est quelque chose qui est fascinant, qui te prend lorsque tu es... ça m'est déjà arrivé d'être à 40 mètres et je regarde et je vois pas le fond, et il y a quelque chose qui t'appelle, qui t'attire, tu as envie d'aller voir, mais bon, tu te dis on va pas le faire, mais t'as... Et la lumière, elle passe plus à 100 mètres. Si. Le noir abyssal, c'est 1000 mètres. La lumière, après, on a des lampes à 100 mètres, mais le noir abyssal, ça dépend. Dans le Léman, je sais pas si à 100 mètres, il y a toujours de la lumière. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour descendre à 300 mètres au milieu du lac Léman là ? Il
faut une cloche, il faut un scaphandre, il faut... Alors, la plongée à 300 mètres est tout à fait possible dans le monde de la plongée en scaphandre, de la plongée professionnelle. C'est ce qu'on appelle la plongée en saturation. Et là, pareil, on va rentrer dans un tunnel incroyable si vous me lancez là-dessus, mais c'est fascinant. Donc, ce sont des gens qui vont rester ils vont se comprimer sur le bateau. À la pression où ils vont aller travailler. Donc en fait, ils vont se mettre à l'équilibre des 300 mètres sur le bateau, dans une chambre, dans un gros suppositoire où ils montent à 3 dedans. Et ensuite, ils vont coller une... Ouais, ils vont... ça crée des liens. Ils vont coller une cloche, elle aussi fermée, où ils vont rentrer à l'intérieur. Il ne faut surtout pas ouvrir la porte à ce moment-là, au moment, parce que sinon c'est très problématique. Et après, ils vont descendre la cloche à la profondeur des 300 mètres. Et là, ils vont pouvoir ouvrir la porte, parce qu'ils sont à la même profondeur la profondeur, la même pression que la profondeur ambiante, et ils vont pouvoir bosser et ils vont remonter sur le bateau, mais toujours à la pression des 300 mètres. C'est ce qu'on appelle la plongée en saturation. Donc ce serait possible. C'est un type de plongée qui se fait dans des cadres très particuliers, avec des gaz très très particuliers aussi, et c'est excessivement dangereux. Et il est aussi possible de descendre à 300 mètres en circuit ou recycleurs, avec des recycleurs, avec plein de recycleurs dans tous les sens, ou même en circuit ouvert si vous avez beaucoup de bouteilles. C'est par exemple ce qu'a fait Xavier Meniscus, qui lui est descendu à 312 mètres en grotte avec plusieurs recycleurs, et ça fait des plongées de 10 heures parce que vous accumulez tellement de gaz au fond, au niveau de vos tissus, qu'il vous faut énormément de temps pour que ce gaz sorte de votre organisme sans faire les fameuses bulles, parce que c'est toujours notre ennemi, la bulle. Ok. Ouais, c'est impressionnant quand même. C'est vrai que j'ai déjà vu des travailleurs là, qui vont souder des tuyaux là, au fond de la mer, effectivement. Sûrement parmi les métiers les plus stylés de tous. Ils sont encore plus cool que les mecs avec 2 recycleurs, je trouve. Bien, on avance parce que là c'est 58, allez. On n'a pas tourné la dernière page de l'émission. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est la séquence fort aux questions, remise de gaz, et il y a des questions dans la liste d'attente. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi je me tais. Ah d'accord, ok. Allez, dernière séquence de l'émission. La zone aéro, remise de gaz. Vos dernières questions, le programme à venir, vite. Ce sont les 5 dernières minutes de l'émission. Voilà, donc dernière séquence de l'émission avec vos dernières questions. Il vous reste quelques minutes. Ah oui, ça passe trop vite. Bah oui, on sait, ça passe trop vite, mais c'est comme ça. Il vous reste quelques minutes pour poser vos questions dans la liste d'attente. On va essayer de les passer rapidement et dans le désordre. Hein. On parlait, alors ça c'est Patrick qui disait tout à l'heure, on parle d'avions de ligne uniquement, ou est-ce que si on fait du parachutisme à 4000 mètres l'après-midi, ça passe ? C'est encore pire. C'est encore pire. Ah oui, parce que là, ça monte et ça descend vite. Là, c'est du... Et en plus, c'est même plus pressurisé. Au moins, l'avion de ligne, on s'arrête dans les 2004, voire 3000 sur lesquels, si je ne me trompe pas. Là, on monte à 4000. Hein. Donc, il ne faut pas oublier le parachutisme. Ça dépend de votre position par rapport au comité d'éthique médicale de tout à l'heure. C'est mais bon. La responsabilité personnelle au bout d'un moment, mais c'est fortement déconseillé. Alors, question. Ma question, y a-t-il une différence sur possiblement l'azote dans le centre, une plongée en apnée prolongée ? C'est vrai qu'on n'a pas parlé d'apnée. Plongée compétitive, voire nos limites, et une plongée en bouteille à 10-40 mètres prolongée, genre une balade d'1 heure. Alors, c'est une question très intéressante et c'est quelque chose, et je dis pas ça pour meubler, je vais pas pouvoir donner des équivalences parce que là, je suis vraiment sur le doigt mouillé, mais l'apnée comprend aussi la problématique de l'accumulation d'azote, notamment pour les gens qui font des recordman. Je ne peux pas vous donner une équivalence par rapport à une plongée 10-40 parce que de toute façon, en plus, une plongée bouteille en 10-40 mètres d'1 heure, même effectivement, ça ne veut rien dire parce que est-ce que c'est 1 heure à 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, ça change absolument tout. Parce que juste pour vous donner un ordre d'idée, à 40 mètres, si je veux pas faire de palier de décompression, je peux rester entre 7 et 9 minutes maximum. C'est des délais très courts à ces profondeurs-là. Je reste très peu de temps à 40 mètres. Et pour ce qui est de l'apnée en elle-même, c'est quelque chose que je m'adore parce que c'est un peu qu'on a découvert en pratiquant. Et donc, on a un Allemand qui s'appelle Ernst Nist, je crois, qui est allé descendre, faire un record en apnée avec une grosse gueuse. Il est descendu à 220 mètres.
avec sa gueuse en apnée. Donc c'est bien, il a prouvé qu'on pouvait le faire. Le problème, c'est qu'en remontant, justement, il aurait dû faire un palier de décompression pour compenser le fait que les gaz qui étaient à la base à l'intérieur de son corps se sont diffusés dans d'autres tissus parce que vous vous souvenez, ce gaz est dissous, donc il s'est diffusé partout. Et vu qu'il est remonté très très vite, ce gaz qui a été diffusé dans son corps n'a pas pu à nouveau se remettre dans le circuit circulatoire, et il a eu des gros problèmes pendant 6 mois. Apparemment, son projet de lacet des chaussures, c'était le projet d'une journée, et donc ça a mal. Mais il va mieux. Je me permets de faire la blague parce qu'il va beaucoup mieux. Il a repris l'apnée, repris les records, mais c'est tellement dangereux et c'est tellement difficile à quantifier que même ce type de record, c'est ce qu'on appelle le no limit, je crois, en poids. Il y a un truc poids no limit. Enfin, les apnéistes pourront compléter. C'est quelque chose qui n'est même plus compté pour les records, parce que sinon le plus difficile, c'est pas de descendre, c'est de remonter. Ça a toujours été ça le problème dans la plongée. D'accord. Ouais, no limit, il nous dit Ragnarok, c'est ça. Sans faire des gros records en 2 limites, c'est le fait de faire beaucoup d'allers-retours dans les 20-40 mètres. Il y a ça aussi, ouais. Si on en fait beaucoup d'affilée, on finit par quand même accumuler du gaz à chaque descente. Pas autant que si on reste 30 minutes à 40 mètres, mais au bout d'un moment, il y en a quand même à chaque fois un petit peu plus qui rentre et qui s'accumule. Pareil, j'ai pas l'équivalence, mais... Et fait intéressant en plongée, c'est aussi beaucoup plus problématique de monter, descendre que de faire ce qu'on appelle un profil carré, où on va à notre profondeur objectif et on remonte après en escalier. À chaque fois qu'on descend, en fait, le gaz qui potentiellement on va recharger un petit peu sans donner le temps à notre corps de dégager le gaz, quoi. Donc faut éviter les dents de scie. D'accord. Niki Panette, est-ce qu'une plongée à l'étranger, par exemple en Océanie, peut engendrer des vrais risques? Alors, je ne sais pas dans quelle mesure. Est-ce que c'est parce que ce n'est pas les mêmes réglementations, ou c'est ce que tu veux dire? Il faudrait qu'il me confirme, Niki. J'aurais même tendance à te dire que les règles internationales ont tendance à être plus conservatrices que les règles qu'on peut avoir en Europe, notamment avec la CMAS. Désolé pour la CMAS et pour la Fédération française, où on est sur une approche plus sportive, où on fait de la plongée à décompression. C'est quelque chose qui n'existe quasiment pas dans le reste du monde pour la plongée récréative. Donc pour l'Océanie, je vois pas qu'est-ce qu'il y aurait de problème en plus. Après, on a toujours les problématiques liées à la plongée en elle-même en fonction des conditions qui doivent être adaptées au niveau. Donc Océanie, il y a des îles, attention au courant, attention à ce type de plongée-là, mais pas plus qu'ailleurs. Et pour notre problématique d'avion, non, juste prévoir entre 18 et 24 heures en fonction de vos plongées. Ok. 2 petites questions pour Patrick. La première, qu'est-ce que le fameux caisson? Et la seconde, que faut-il contrôler pour plonger? Le cœur, les poumons, la tension, qu'est-ce qu'il faut regarder? Je te laisse faire les organes et je m'occupe de la boîte. Alors pour les contrôles médicaux, alors effectivement une bonne santé cardiovasculaire, donc avoir un cœur qui suit, qui fonctionne. On fait volontiers une prise de sang pour voir si on aurait des signes qui nous proposeraient d'aller chercher d'autres problèmes dans le corps, mais c'est un peu une prise de sang assez large, donc je ne peux pas vous donner une réponse sur on va chercher tel ou tel événement qui va nous dire oui, la plongée est dangereuse. On va plus regarder un état de santé général, la qualité de la respiration, l'état pulmonaire, sans forcément aller faire des images, donc pas faire de radiothorax, pas faire un scanner, mais juste écouter une fois par un médecin le poumon, comment il respire, quels sont ses volumes de respiration, et puis voir si on a des risques d'asthme ou BPCO pour ceux qui connaissent, pour ceux qui fument depuis quelques années. Je vous recommande d'arrêter avant que ce soit trop tard. Mais d'ailleurs, j'en profite, ça se corrige si on s'arrête assez tôt. Et assez tôt, c'est pas forcément 20 ans, ça peut être même un peu plus tard. Donc, on va aller regarder ces choses-là principalement, et puis on va faire un contrôle médical général pour savoir s'il y a des problèmes de santé, des problèmes de circulation sanguine, voilà, vraiment plus un check-up général, et puis un petit point précis sur le cœur, les poumons, voir comment ils fonctionnent. Ok. Et Kevin, donc pour le caisson? Pour le caisson, on va faire très 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 simple. Quand vous avez un accident de plongée, quand vous avez un accident dû à un changement de pression, le plus simple, ça consiste à vous recomprimer tout bêtement à la pression en théorie où vous étiez avant l'accident. Donc les petites bulles, on va les remettre sous pression. Elles vont à nouveau se refermer au point de se dissoudre à nouveau dans les fluides.
Et après, on va vous faire respirer de l'oxygène pour créer encore plus ce décalage qui va permettre de faire sortir naturellement l'azote de votre corps. C'est des séances qui peuvent durer un certain temps. C'est dans une boîte comprimée où vous avez une voix très rigolote et un petit micro. C'est très bruyant. C'est pas forcément un moment très amusant, mais on va y passer plusieurs heures. Et après, on va vous faire monter tranquillement depuis la boîte. Donc, pareil, c'est un médecin avec une blouse blanche et tout Alors, non, maintenant, ils appuient sur des boutons. Moi, je les imagine toujours un petit peu avec des trucs de sous-mariniers où ils ouvrent des vannes et tout. Mais... Des trucs de sous-mariniers. Ah, toi, t'es encore comme ça? À Malte, ouais. Ah, bah, c'est Malte. ancien. Et un petit hublot, tu peux dire coucou. Et donc, toi, il y a anecdote rigolote, justement. Faut pas, par exemple, prendre sa bouteille d'eau, ouvrir sa bouteille d'eau, boire de l'eau et la refermer. Parce que sinon, après, au niveau de la remontée, paf, t'as la bouteille d'eau qui pète parce que t'as fait rentrer du gaz dedans et c'est pas top. On a ça sur les avions. Un peu rigolote, mais une plus rigolote, c'est qu'il faut pas avoir des vêtements en élastane. Parce que sinon, il s'est pas un poil dans le caisson avec une chemise d'hôpital par-dessus, parce que sinon, ça risque de s'enflammer à cause des pressions et de l'oxygène. Ah ouais. Voilà. Ah oui, d'accord. Ouais, d'accord, ouais. Ah ouais, bah c'est bon de le dire. Ouais. Ok, bon, en même temps, je suis pas sûr qu'on dise, bien tiens, on va aller dans un caisson comme ça, quoi. C'est peut-être Non, ce moi, qui on m'a arrivait pas à formulé Polo. ça. Je crois que c'était que pour toi, Patrick. C'était une infirmière. Il y a Vince qui dit on n'a pas du tout parlé de barotraumatisme. Poumon ou ORL, ça peut aussi avoir. On peut aussi subir ça en avion quand on descend avec un vario négatif, donc effectivement la pression qu'augmente. Tout à fait. Alors les barotraumas, c'est à part parce que là on a surtout parlé des maladies de décompression en elles-mêmes, mais effectivement donc les barotraumatismes, ça va surtout être des problèmes de compensation en termes de barotraumatisme. Donc ça va être comme pour l'avion, pour la plongée, lorsque vous avez vraiment les sinus très très pris au point de ne pas pouvoir compenser, ça peut être problématique. Mais pour moi, ça n'a pas de lien direct avec l'avion en fait. C'est pour ça qu'on n'en a pas particulièrement. Ça peut en avoir, mais c'est vraiment uniquement dans le cas des sinus. Souvent, quand on pense barotraumatisme et plongée, on s'imagine les barotraumatismes pulmonaires avec les embolies gazeuses, etc. Il y a toujours tout ça dans les cours de base. Non, les sinus aussi, mais pour l'avion, c'est vrai que pour l'avion, si on part avec des sinus, typiquement quelqu'un qui a plongé beaucoup pendant une semaine, qui a les sinus complètement congestionnés, peut se retrouver dans des cas un peu rares avec un barotraumatisme au niveau de l'oreille moyenne. Mais c'est anecdotique, hein. C'est pas un risque très élevé. Il aura plus très mal pendant le voyage que vraiment un barotraumatisme réel. Mais ça peut arriver dans des cas assez rares. Par contre, pour les plongeurs, ne plongez pas lorsque vous avez vraiment les sinus très très pris. L'anecdote de la soirée, le saviez-vous? D'ailleurs, dites-moi dans le chat si vous le saviez-vous ou pas. Luc Besson était très furieux de plongée. Ses parents étaient profs de plongée et il aurait dû à la base être plongeur aussi. Et un jour, il est allé plonger avec un énorme rhume. Et lorsqu'il est remonté, la douleur était tellement forte qu'au bout d'un moment, il a fini par perdre la vue parce qu'il avait une bulle qui bloquait au niveau de ses sinus et ça lui appuyait sur le nerf optique et ça l'a impacté ensuite pour la plongée. C'est pour ça qu'il s'est mis à faire des films et c'est pour ça qu'il a fait le Grand Bleu. C'est pour ça que dans comment ça s'appelle là, c'est pas Universal, c'est dans EuropaCorp, c'est des petits dauphins au début qui sortent. Et ben c'est en rapport à tout ça. Passion de plonger. Ouais. Et ça fait très mal de plonger avec des sinus parce que moi je suis quelqu'un qui aime la science et donc je suis allé vérifier, ça fait super mal. Donc ne le faites pas. D'accord, il faut expérimenter. Il y a Paulette qui pose cette question. Est-ce que la plongée peut aider pour soigner la thalassophobie? Oui, il y a des traitements prévus avec ça. Pour ceux qui sont en France et en Suisse, vous pouvez chercher Bathysmed. Bathysmed. Tu es un connaisseur. Bathysmed. Et ils sont a priori très bons des informations que j'ai trouvées. Alors, même pour rebondir sur Bathysmed, c'est même au-delà de la thalassophobie. On s'est rendu compte que la plongée, le fait d'être dans l'eau, a un effet sur notre état lymphatique, je crois. Aide-moi un petit peu. Enfin, ça nous relâche plus. Sympathique, non. Bon, ça nous relâche plus naturellement. Et pour ce qui est du traitement des syndromes post-traumatiques, avec des études justement qui avaient été faites avec différentes activités, il s'est avéré que la plongée faisait partie des éléments les plus réparateurs. Et c'est d'ailleurs un des concepts de Bathysmed. L'immersion, la physiologie liée à l'immersion va faire que le corps est obligé de se ralentir pour beaucoup de raisons. Mais je vous laisserai aller chercher toutes les vidéos sur la chaîne de Argonautes Plongée. Il est où la vidéo de physiologie dessus.
expliquer, mais en gros, l'effet final sur le système cardiovasculaire et neurologique va être un ralentissement et un apaisement du système. Ok. Par expérience, j'ai fait un baptême de plongée, une bouteille, tout. Et quand je suis ressorti de l'eau, en fait, j'étais tellement bien sous l'eau que quand je suis ressorti de l'eau, je me demande si j'ai pas une mini-dépression, en fait. Ah bon? Ah ouais. J'étais déçu, j'étais tellement bien sous l'eau, là, à regarder les petits poissons et tout, là. Et t'es pas Qu'en sortie, quand je suis ressorti de l'eau, merde, me fait chier, quoi. Bah, dans 3 ans, niveau 3, c'est bon, c'est fait. Faut y retourner, t'es fichu. T'es fichu. Allen 95, on l'a dit, on le rappelle. Est-ce que c'est problématique de prendre l'avion avant une série de plongées? Avant, non, pas du tout. Pas du tout. Voilà, on l'avait dit. Et ce témoignage de Free Flight qui dit quand il était en Guadeloupe, un des membres du club de plongée a monté la soufrière le lendemain d'une plongée. Il a fait un malaise au sommet. Du coup, il a fait un baptême de l'air en hélico. Son épouse, par contre, qui avait plongé aussi, elle a rien eu. Voilà. On rentre totalement dans l'interne. Enfin, tout le monde est différent, toutes nos expériences sont différentes, nos corps sont tous différents. Et puis, un instructeur de plongée qui plonge beaucoup aura beaucoup moins de risques d'accident que quelqu'un qui plonge une fois par année en vacances pendant une semaine, parce que le corps a d'autres habitudes aussi. On est vraiment tous différents les uns des autres et on peut pas toujours on peut rarement l'expliquer entièrement. Donc on pourra pas faire un triathlon plongée, course et alpinisme. Ah, c'est mal barré. Voilà. Ah ouais, voilà. En fait, la soufrière, par exemple, c'est l'exemple type. Ça peut soit être le changement justement d'altitude qui a eu un effet, soit l'effort physique, parce que quand vous êtes en train de monter, votre corps accélère, vous avez toujours du gaz résiduel et c'est comme si vous étiez en train de secouer votre bouteille de coca. Ok. Bon, je pense qu'on a fait bon tour de tout ça. En tout cas, vous étiez assez nombreux à poser des questions dans le chat. Ça fait plaisir. Et vous voyez, l'aviation et quelque part la plongée sont quand même assez liés. Parce qu'il y a quand même des phénomènes physiologiques qu'on retrouve d'un côté comme de l'autre. C'est l'évolution d'altitude, mais à l'inverse. Pour ceux qui veulent jouer, si vous avez des ordinateurs de plongée, s'il y a des plongeurs là dans la communauté, quand vous allez en avion, regardez vos paramètres de décompression. Et vous allez voir que même si vous n'avez pas plongé dans la semaine qui précède, il va vous proposer des paramètres de décompression en cours parce que les changements de pression vont faire que les gaz se rééquilibrent dans le corps par rapport aux nouvelles pressions d'altitude. Ok. Alors, j'ai pas emmené mon ordi, il faudrait que je fasse l'expérience. Oui. J'espère que ça va pas me le mettre en vrac. Il faudrait bien calculer le coût, là. Ça va bugger. Ok. On n'a pas parlé des plongeurs urgentistes non plus, par exemple. De quoi donc? Ah, des plongeurs urgentistes? Bon, on verra, on refera un stream à l'occasion, parce que sinon on va partir dans tout un tas de choses. On retrouve Patrick et Kevin dans un instant pour le mot de la fin. Juste avant, on vous parle évidemment du programme de la Zone Aéro pour les 2 émissions qui sont là, qui arrivent. Je vous mets le petit visuel. Alors, on commence par mercredi prochain. Le 20 mai, alors c'est pas ce mercredi-là, c'est l'autre de la semaine prochaine, on aura le plaisir de recevoir le général Jean-Paul Besse, qui est le commandant du BEAE, c'est le bureau d'enquête et accident des aéronefs d'État, en gros tout ce qui est militaire, sécurité civile, etc. Ça passe par chez lui et quand il y a un pépin, il y a une enquête qui est déclenchée et le général Jean-Paul Besse, c'est lui qui commande toutes ces structures. Donc il va venir nous expliquer le rôle du BEAE dans l'enquête, l'analyse, le retour d'expérience et comment on améliore la sécurité des aéronefs militaires, des vols d'État, suite aux différentes enquêtes qui sont faites, quelles sont les recommandations qui sont faites aux équipages, aux constructeurs. Donc c'est quand même un invité hors norme, avoir un général avec nous. C'est donc le 20 mai prochain 20h30 et vous pourrez, comme d'habitude, poser vos questions. Et puis on terminera ce mois de mai avec un retour d'expérience sur une opération qui s'appelle Arma des Dons. On avait fait un vol en DA40 à l'Aéroclub de l'Hérault avec Mathieu et Niki. Il y a un film qui a été fait avec un petit montage. Et on reviendra avec eux sur leurs sensations, parce que c'était la première fois qu'ils faisaient un baptême de l'air. Il y en a même un qui a pris les commandes à un certain moment. Donc on reparlera de ça, de l'Arma des Dons, et en même temps de ce premier baptême de l'air pour celles et ceux qui, des fois, peuvent hésiter à monter dans l'avion. Voilà. Vous voyez, vous aurez un témoignage en temps réel avec des photos et avec des vidéos. Donc n'hésitez pas, c'est le 25 mai à 20h30. Voilà pour le programme du mois de mai de la Zone Aéro. C'est bien. Bah oui, c'est plutôt pas mal. On va remercier nos invités. Merci Kevin, merci Patrick. On vous laisse chacun le mot de la fin.
Ça s'est bien passé, ça a été. J'étais un peu surpris par ça. Écoutez, le mot de la fin, profitez de plonger. C'est un très beau sport, un sport magnifique. On y est bien exposé, mais pensez à votre sécurité. Plus vous y penserez, plus vous plongerez longtemps. C'est le même conseil qu'on peut donner pour l'aviation. Oui, c'est pareil. C'est la même chose. Il y a beaucoup de similitudes entre la plongée et l'aviation et on essaye beaucoup de copier vos procédures de sécurité parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre. Moi, pour mon mot de la fin, je vous remercie parce que ce temps est passé très très vite. Il est déjà 10 heures passées et je pense qu'on a tous passé un très bon moment. Donc merci au chat. J'ai une dernière question, là, vous deux qui plongez. Là. Est-ce que vous confirmez qu'il y a plus d'avions au fond de l'eau qu'il y a de bateaux dans le ciel ? Ils ont hésité. Non, mais après, ça dépend. Pour moi, un A380, c'est un bateau volant. Je sais pas. Il faudra revenir. Bah oui, c'est ça. Et Kevin, donc on va te suivre pour ton projet des 100 mètres tout nul. On l'a compris, ça. C'est l'idée. Si ça vous intéresse, en ce moment, je suis en train de faire justement une levée de fonds sur Tipeee pour essayer de financer ce projet-là qui va coûter très cher en gaz. Et donc l'idée, c'est vraiment de faire une série de documentaires sur la formation, sur mon évolution et sur le passage, notamment d'un site assez connu qui est le Blue Hole à Dahab en Égypte, qui est un site assez connu notamment pour son histoire tragique. Et aussi, à ce moment-là, de passer la fameuse barre des 3 chiffres, aller à 100 mètres. Et le but n'est pas vraiment d'aller à 100 mètres en tant que tel, le but est de vous documenter tout le processus. Aller à 100 mètres, c'est presque un épiphénomène, ce sera à la fin, mais mon intérêt est plus de vous raconter l'histoire, de vous raconter les plongeurs que je vais rencontrer et qui vont m'aider à atteindre cet objectif-là, et le tout en étant accompagné d'un cadreur qui m'aidera justement à faire vivre cette aventure. Donc c'est une quête initiatique, c'est exactement ça. C'est une quête initiatique, elle commence sur Tipeee, donc si vous voulez bien m'aider, vous serez les bienvenus parce que j'ai besoin d'aide. Donc, de toute façon, on renvoie pour avoir plus d'explications sur ta chaîne Argonaut de plongée, absolument, sur lequel tout est détaillé et vous avez eu le lien dans le chat et on mettra le lien également dans la description ça tombe bien, ça fait la transition pour répondre à Allen95. Oui, il y aura une rediff, elle est tout de suite sur Twitch si tu es abonné Twitch, sinon tu attends 15 jours et dans 15 jours tu auras tout ce qu'il faut sur YouTube pour le replay. Et merci Gaël pour les bits, merci beaucoup. Le lien était épinglé, donc c'est bon, vous avez le lien partout. Parfait. Les amis, vous restez avec nous encore 2 petites minutes. On débrief hors stream. Juste avant de nous quitter, je vous rappelle que le Discord, il est ouvert à votre disposition pour celles et ceux qui veulent parler d'aéro et d'autres choses. Et ça se passe sur le Discord. On vous partage plein de choses. Il y a toutes les émissions aussi qui sont référencées, donc n'hésitez pas à venir y participer. Les réseaux sociaux qui apparaissent tout de suite dans le chat par notre ami Julot, merci beaucoup. Voilà, vous les avez tous pour vous annoncer les nouvelles. Voilà, tout ce qui arrive. Et puis, on va saluer tous les podcasts, les gens qui nous écoutent sur podcast, puisqu'on est sur toutes les plateformes. La Zone Aéro en podcast, vous le retrouvez partout. Et puis, enfin, merci à celles et ceux qui nous soutiennent via la boutique, via tout un tas de choses. Dans un instant, le raid, dans quelques instants, prochaine émission, c'est la semaine prochaine. On vous souhaite une très bonne soirée à toutes et tous. Et puis, fly safe pour ceux qui volent, dive safe pour ceux qui plongent. Comme ça, on fait tout d'une seule traite. Et puis, rendez-vous dans la zone aéro la semaine prochaine. Fly et dive safe. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Ciao. La zone aéro ferme les portes du hangar. Merci pour votre présence et vos questions. Restez à bord. On part rendre visite à un autre équipage dans quelques secondes. La zone aéro